Ouais, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, you talking to me? Vers l'infini et au-delà. Salut à tous, on se retrouve sur Kifim pour parler Jeux de société. Je suis avec Leuzla Salut. et donc on va commencer. Alors on a un petit sommaire, on commence direct. On essaye de faire des émissions un peu plus On courtes va essayer d'être plus incisif et voilà, et plus carré, percutants. plus cadré. Ok. Donc, sommaire. Pour le petit sommaire, on va commencer donc par les actus. Des petites actus qu'on a pu entendre sur divers réseaux du jeu. Ouais. Bon, pas depuis le dernier live en gros. Hein. Donc Ouais. là, c'était il y a 15 jours, 3 semaines le dernier. Incroyable. Donc, Oui, on se retrouve rapidement cette fois-ci. Ouais. Donc les actus depuis quelques semaines. Voilà. Ensuite, donc, on va avoir le concours. Parce que du coup, on va proposer un nouveau concours pour ce mois-ci avec un jeu à gagner. Donc on rappelle, petite présentation rapide, Voilà. enfin représentation rapide du jeu. C'est ça. Ensuite, on va avoir 4 jeux pour cette émission. Seulement. Ouais, des focus, donc on va quand même assez détailler le jeu. Et vous pourrez avoir une bonne connaissance du coup des jeux qu'on va présenter. Ouais. Ensuite, on va faire le résultat du concours du mois précédent, où il y avait The Number à gagner, qu'on avait présenté. Il est là. Il est là. Et pour conclure, on va faire ce qu'on avait commencé déjà à la première émission, que nous on aime bien, qui est un peu l'ADN de Kifim, puisque du coup sur Kifim on parle de divers Ouais, c'est un médias. c'est un peu un retour aux sources. Voilà, où normalement avant on était plutôt dans les formats podcast, on avait des podcasts dédiés jeux de société, films, séries et livres. Et c'est vrai que du coup là on s'est vraiment plus axé jeux de société ces derniers temps, mais on a envie de revenir un peu aux médias dans tout son ensemble, et donc on va parler un peu séries et livres. Ouais, c'est 2-3 recos, C'est ça. même pas 1 ou 2 recos chacun sur des trucs qu'on a lus, qu'on a vus récemment. J'ai appelé ça modestement hors jeu. Voilà. Je me suis bien amusé. On a oublié, d'ailleurs j'ai oublié une petite rubrique dans le sommaire et je suis sûr qu'elle te tient à cœur. C'est la hype. Ah la hype, bah oui, pour Ouais. conclure. Ça fait partie un peu de la conclusion. Ah, je l'aurais fait avant le hors jeu. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, là c'est moi, j'ai oublié de le mettre dans le sommaire. Et donc voilà, et puis conclusion. On Et tient voilà. tout ça en 1 heure. Et on va essayer C'est de le- faire en c'est- 1 heure. On aurait dû mettre une petite horloge, une chrono pour nous C'est l'objectif. Ok, très bien. Alors on commence par les petites actus. par l'actualité. Vas-y. Il n'y a pas J'y d'écran vais Non, spécifique pour l'actu. Du coup, ce qu'on peut dire déjà, Alors, ce que c'est tu as vu, toi. pour ceux qui nous regardent, en fait, si vous êtes dans la région parisienne, il y a quand même un des plus gros festivals du jeu de société. Il fait partie quand même du presque trio, des plus gros festivals de France, Ouais, je pense, ouais. qui est Paris et Ludique, qui Avec se le déroule. Flip. Il y a le Flip, il y a Vichy et il y a le festival de Cannes. Ouais. Dans les 4 plus gros. Ouais. Et donc, il se déroulera du 1er et 2 juillet 2023 sur la pelouse de Reuilly, qui est a priori dans le 12e arrondissement de Paris. Après, C'est a priori, alors moi je n'y suis jamais allée, mais de ce que j'ai vu les images, ça a l'air d'être aussi en plein air. C'est pour ça qu'ils ont dit Ouais. c'est sur la pelouse. Et donc voilà, vous allez pouvoir tester plein de jeux. C'est moins axé comme Cannes sur les nouveautés. De ce que j'ai compris, c'est plus vraiment, il va y avoir des tables et vous allez pouvoir jouer, quoi. Donc allez-y si vous êtes dans le coin, faites-vous plaisir. Ok. Ça, Et- c'est... Voilà, une autre annonce qui a été déjà véhiculée par Asmodée, qui est donc un des plus gros succès dans le monde du jeu, qui est presque, je sais pas si je veux pas dire des bêtises, c'est pas le jeu le plus vendu, mais quand même qui reste un des jeux phares, qui est Les Aventuriers du Rail, qui reste un des jeux les plus classiques dans le monde du jeu aujourd'hui, et ils vont sortir sa version Legacy, donc c'est-à-dire une version évolutive où en fait on va pouvoir commencer une première partie. Il va y avoir des choses cachées, des boîtes, on sait pas, des stickers à coller, quelque chose. Et on pourra y rejouer après. Voilà. Je Et en fait, crois. à la fin, ça fait un jeu complet. Maintenant, ils Ouais. font de plus en plus ça. Dans Aeon's End aussi, à la fin, il y a un jeu Et complet. c'est relativement bientôt, je crois. Je dirais rentrée c'est ça. automne. Ouais, c'est demain. Ouais. Après les vacances. C'est ça. Et D'accord. donc, si vous aimez les aventures du rail, les échos, pour ceux qui ont pu déjà tester, a priori, disent que c'est un des meilleurs Legacy. Donc je pense que si vous aimez déjà les aventures du rail, vous aimerez forcément cette version. Moi j'ai pu faire en Legacy, j'ai fait les pandémiques, j'ai fait les Zombie Kids Evolution, on a fait le Dilemme du Roi qui est plus narratif. Donc je pense que ça va être comme ils ont dû beaucoup travailler dessus, donc je pense que ça sera une belle version. Et c'est en Kickstarter ou c'est en boutique? Non, là je crois que c'est la En sortie boutique. D'accord. Ok. Ouais, j'ai noté quelques actus aussi. Alors, il y en a une, c'est pas une vraie actu, mais c'est pour... je suis sûr que le suspense s'était emparé des gens depuis le dernier podcast, c'est que j'ai pledgé Dead Cells. Ah, et tout le monde attendait cette réponse. Voilà, c'était l'information extrêmement capitale. Tu donc, as craqué donc.
Ouais, bon, les auteurs ils sont cool, Ouais. le jeu a l'air bien, et puis on arrivera bien ça remplacera Critical qui a remplacé le Dilemme du Roi dès qu'on aura avancé dans Critical. Voilà, il Donc, faut qu'on reprenne les soirées jeux. Voilà, Voilà, petite- c'est ça, il faut qu'on prenne les soirées. Bon voilà, ça c'est pas une vraie news. Une petite news qui a secoué un peu le monde du jeu de société sur les derniers jours, où je vais quand même pas rentrer dans les détails, mais c'est est-ce que l'Orcana va sortir oui, ça. Donc voilà, ça c'est Bah, une société. Ça m'arrange si ça ne sort pas, parce que je ne veux pas craquer sur ça. Parce que ça c'est un piège. Mais ne me chute pas. C'est un piège. Ah oui, c'est un truc de cartes à collectionner. Bah oui. Ah oui, mais moi je m'en fous, je sais que je Mais tombe pas moi, dedans. c'est Disney, des pouvoirs, Disney, voilà, je veux résister. Donc voilà, bon, pour la petite histoire, c'est une société américaine, je crois, Upper Deck, donc a porté plainte contre Ravensburger, qui doit éditer l'Orcana, a priori, parce qu'un des anciens salariés de Upper Deck, qui serait maintenant chez Ravensburger, en fait, globalement, aurait pompé le jeu, quoi. Et donc voilà, donc ça remet un peu en question la sortie du jeu. Affaire à suivre. Après, ça va être des histoires d'avocats. Et Ouais, voilà. Quelques annonces de sortie de jeux comme ça que j'ai repérées dans le long terme et que je trouve intéressantes. T'avances live. Hein T'avances non, c'est live pas non, parce que c'est c'est pas de l'hype, Non, c'est de la sortie. Ouais, c'est vraiment de l'annonce. Bah il y a la sortie de Château Aventure 2 qui a été annoncée. Voilà, c'est un jeu qui avait pas mal buzzé à sa sortie le 1. Moi je l'aime et perso c'est pas que j'ai pas aimé, mais on n'y a pas joué. Et si l'édition, j'avais pas aimé la boîte souple là. Donc bon, ça me hype pas tellement, mais il était hyper attendu en fait. Ouais, Ça a 5 ans le premier. Donc voilà. Et sinon, j'en ai noté deux jeux vidéo qui sortent en jeu. Je sais de quoi tu veux parler. Il y a Call of Duty, le jeu de cartes, qui Ah ouais sort l'année prochaine. Voilà, j'en sais pas plus. Mais bon, On c'est peut pas... faire un aparté sur les jeux à licence, parce qu'aujourd'hui, franchement, toujours des jeux à licence va tout y le en temps. avoir beaucoup, ouais. Puis il y en aura de plus en plus, hein, comme dans le cinéma. Donc ça marche pas. Et le deuxième, alors je sais pas si tu pouvais deviner que j'allais parler de celui-là, parce que c'est quand même très personnel. Enfin, personnel. Ils ont annoncé le jeu de société Worms The Board Game. Et Si, Worms, c'est un jeu de société des années 90-2000. Moi, j'y ai passé des heures et des heures. En C'est jeu vidéo, tu veux dire? Ouais, en jeu vidéo, ouais. C'est un des jeux, peut-être un des jeux vidéo auxquels j'ai le plus joué. Je le trouvais absolument génial. Surtout le 2, où on pouvait modifier absolument tous les paramètres du jeu. Et du coup, ce sera un KS. C'est déjà annoncé. Ah oui, Et d'accord. celui-là, je sais même pas de quoi il parle. Je sais même pas s'il est beau, mais je le pledge direct. Je suis obligé d'avoir Worms, le jeu de... Mais j'y ai joué il y a pas très longtemps sur PlayStation. Ah, Worms? Ouais. Ah ouais. Parce qu'un collègue voulait qu'on Je y savais pas que joue ça existait et sur PlayStation. bah si. Ah, j'ai joué sur PC. Et du coup, voilà. Donc non, moi j'attends... j'attends ça, mais de ouf, ce sera pledgé. Là, je vais pas réfléchir. C'est comme Dead Cells. Donc voilà. Attends de voir le prix du jeu peut-être. Et dernière annonce qui fait bien le mix jeu de société, univers qui filme, puisque c'est jeu de société qui sort au cinéma. Netflix a annoncé le long métrage Les Loups-garous de Tiercelieu. Ah oui. Donc, J'ai vu ça aussi. Qui se pose, je sais plus quand, l'année prochaine, un truc comme ça. Bon, ça m'inquiète beaucoup plus, on va dire. Mais bon, on en parlait des licences et des univers qui se mélangent. Voilà, la preuve. Les Loups-garous de Tiercelieu. Les loups-garous de Les- Tiercelieu. Voilà. Tiercelieu. Bref, sur Netflix, prochainement. Apprenez le français avec Kifi. On passe au concours. Nouveau concours. Nouveau concours. Alors, Pour ce mois-ci, hein, comme c'est promis. stéréo. Que fait-on gagner ce mois-ci? Un jeu qui buzz, un jeu Ah, qui qui marche, marche beaucoup un en jeu ce qui est moment. considéré comme déjà un des succès de l'année. Alors qu'on n'a pas été si sympa que ça avec lui, nous. Nous, ben, j'y ai rejoué et ça a un peu remonté dans mon échelle. Ah ouais. Eh ben, Ça marche bien. Enfin, honnêtement, c'est vrai que moi, perso, j'aime bien. Mais c'est vrai que les gens avec qui je joue, en général, ça marche plutôt bien. Et en général, chaque fois, on refait des parties. Ça génère quand même quelque chose. Alors, on n'a pas encore dit le nom. C'est Trio. Oui, il est Donc, là, il est dans la main. qui cartonne en ce moment. Alors moi, ce que j'ai quand même vu, c'est que les gens qui l'apprécient beaucoup, ils jouent en équipe. Ah, mais c'est ça que je comprends pas. Ah, c'est ça que je comprends. Ben, à 6, j'y ai rejoué. Alors, pour dire. Donc, Trio, c'est un petit jeu de cartes. Vous allez avoir des cartes en main et vous allez devoir composer des trios. Sauf que les cartes sont distribuées à chaque joueur et il y a des cartes aussi au centre de la table. Donc, vous allez à votre tour. Et c'est là toute la subtilité du jeu, c'est que vous allez demander une carte, soit à vous-même, soit au centre de la table, soit à un joueur. Mais vous pouvez que demander soit sa plus petite, soit sa plus grande. Donc, si vous voulez un 12 et que vous avez que du 11, vous ne demandez pas à vous-même. Donc là, vous allez dire... Joueur 2, quelle est ta plus grande carte? Et la personne montre. Si c'est un 10, bah, votre but c'est de retrouver les autres 10 sur la table.
Mais si c'est la personne qui a un 11, qui a un... Ouais, je sens que j'embrouille tout le monde. Donc voilà, mais en fait, le but, vous demandez une carte à quelqu'un, sa plus petite ou sa plus grande, et votre but, c'est de reformer les trios. Et après, il y a un côté mémoire, parce que forcément, si quelqu'un avait le 2, l'autre le 1, votre trio, il n'a pas marché, mais par contre, pour la fois d'après, vous savez qui a le 2, qui a le 1, pour pouvoir faire vos trios. Et c'est tout simple, juste comme ça. Et le premier qui a fait 3 trios, il remporte la partie. Et en général, on enchaîne et on fait une première revanche. équipe qui a fait... Mais voilà, il propose une version par équipe. La version par équipe, je pense qu'elle marche à 6, mais pas à 4. Pour avoir essayé plusieurs fois à 4, en fait, toutes les cartes sont distribuées. Donc il n'y a pas cette... où on se dit, tiens, dans le centre de la table, il y a peut-être des cartes et on ne sait pas ce que c'est. À l'aveugle. Là, à 4, toutes les cartes sont distribuées. Donc en gros, il y a forcément... le premier trio à faire, c'est le 12, puis le 1, puis le 2. Et en fait, ça se fait en 3 tours de jeu, parce que toutes les cartes sont distribuées et on sait à qui demander, du coup. Pour l'avoir testé plein de fois, nous, à chaque fois, ça ne marche pas. Par contre, à 6, vu que les cartes sont distribuées à 6 personnes et qu'il y a 3 équipes, là, je veux bien que du coup, on ne sache pas à qui demander et que du coup, les cartes sont plus distribuées. Et je pense qu'à 6, ça marche bien. Mais à 4... Effectivement, ce que j'ai entendu, c'est que globalement, les gens qui disaient qu'ils marchaient très bien, on parlait en équipe, et effectivement, disaient y avoir joué à 6. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'à 6, en équipe, j'ai pas pu le faire, mais là, oui, parce que les cartes sont vraiment distribuées et que du coup, on sait pas à qui demander et qu'il y a vraiment ce côté un peu... là, vraiment, on va pas savoir. Mais à 4, à chaque fois, non, ça prend pas, parce que ça tombe, donc on rejoue en individuel. Voilà. D'accord. Mais voilà, c'est vrai que les illustrations sont quand même agréables. Ça a été bien fait, donc c'est agréable à jouer. Les parties, c'est 2 minutes pour l'expliquer, donc on peut jouer avec tout le monde. Donc je comprends qu'il fait un très gros succès. Et donc, on vous le fait gagner, donc comme d'habitude. Alors comme d'habitude, c'est notre exemplaire qu'on vous fait gagner. Voilà. Donc on a fait notre exemplaire de test, on a fait quelques parties avec. Et pour participer, c'est simple, commentaire abonnez-vous, commentaire sous la vidéo. Likez, et tout à fait, oui, j'oublie pas. Et je vais rajouter un truc aussi, je vais rajouter ceux qui participent sur le site. Oui. Donc voilà, si jamais ça vous tente et que pour tout avis, toute critique laissée sur le site de Kifim, que ce soit sur un jeu, sur un film, peu importe, vous donnez votre avis sur quoi que ce soit, vous le donnez plusieurs fois, ça vous fait même participer plusieurs fois. Ouais. Et j'ai envie de récompenser ces gens-là aussi. C'est vrai. Et voilà, toutes les critiques écrites sur le site de Kifim rentrera dans le tirage au sort du jeu. Du coup, pour le site, faut que vous créez un compte, vous inscrivez sur le site de Kifim, et après vous avez accès à... Vous pouvez noter, critiquer, discuter, suivre des personnes pour voir ce qu'ils regardent, à quoi ils jouent, et vous pourrez noter vos parties. Enfin voilà, il y a d'autres choses, d'autres fonctionnalités, mais... vu qu'on s'adresse quand même beaucoup à des ludistes, globalement c'est un My Ludo, on va dire. Vous pouvez mettre nos parties, né en parallèle, mettre des joueurs. Sauf qu'on gère les films, les séries et les livres en même temps. Donc si vous n'êtes pas que jeux de société, nous l'idée c'était de regrouper plusieurs univers au sein d'un seul endroit. Ouais. Donc voilà, si vous participez sur Kifim, vous participez également au tirage au sort. C'est bon pour le tirage au sort ? On passe au jeu du mois ? Les jeux du mois, donc les focus. Ouais. Tu veux commencer ? Allez, je te laisse commencer. En premier... Ou pas. Non, c'est toi. Alors, on va parler de After Us. Donc After Us, pas mal. Qui est sorti du coup déjà fin mars maintenant. Illusion. Qui est sorti fin mars, qui a quand même, qui était bien attendu. Moi j'ai mis un peu de temps à en parler parce que le temps je voulais quand même faire quelques parties, puis je voulais que tu l'essayes aussi pour qu'on puisse en discuter. Donc After Us, c'est un jeu qui est donc fait pour 1 à 6 joueurs, qui est pour 14 ans et plus et qui est donné pour 45 minutes. Oui, ça va varier aussi suivant le... Un peu plus, nous. Mais bon, nous toujours un peu plus. Donc l'auteur, c'est Florian Siriex, qui a dernièrement fait Time Capsule et qui va bientôt sortir Art Project, qui est très attendu aussi. Et du coup, par contre, je n'ai plus le nom. Et du coup, si, évidemment, je ne l'ai plus, mais c'est Vincent Dutray, celui dont on ne parle plus. Donc qui a fait All Trait, qui a fait tellement de jeux que je ne sais plus lesquels citer. Ouais. Mais voilà, qui du coup on reconnaît vraiment sa patte avec le trait assez fin, très caractéristique de ce qu'il propose dans les divers jeux qu'il dessine, qu'il illustre. Alors, ça parle de quoi ? Donc, on est en 2083 et l'humanité a disparu. Est dead. Voilà. Il n'y en a plus, on n'a pas survécu. Et par contre, les singes, donc, eux, ont survécu et continuent leur évolution.
Le but, ça va être essayer d'être le meilleur sur l'ascension de l'intelligence collective. Et comment ça marche ? En fait, on va incarner une tribu de singes et on va recruter différents... Il y a des gorilles. On commence avec le petit... Le chimpanzé. Non. Non, pas le chimpanzé. Non. J'ai un trou. Lui, là. Le tamarin. Ah ouais, j'avais Voilà. pas son nom. Et en fait, on va pouvoir recruter différents types de singes qui vont avoir des caractéristiques particulières. Donc le jeu, c'est un jeu de combo. Donc comment on va faire ? On va recruter ces singes. On va donc avoir une pioche. C'est un semi-deck building. J'expliquerai pourquoi semi. C'est un deck building, mais il y a 2 petites subtilités dans ce deck building. Donc on va avoir notre pioche de départ, comme tout le monde. On pioche 4 cartes. Ces 4 cartes, on va les agencer. Donc je ne sais pas si on le voit. Si on le voit un petit peu sur une des cartes. Peut-être qu'on pourra montrer une des cartes. C'est qu'elles vont avoir ce qu'ils appellent eux des cartouches. Ces cartouches, en fait, on va essayer de les agencer. Donc les cartes, on va les aligner côte-côte, par la droite, par la gauche. Elles vont créer des cartouches. Ces cartouches, elles vont avoir soit la possibilité de collecter des ressources, soit une sorte de mécanisme où on va pouvoir défausser 2 ressources pour gagner autre chose. Des points de victoire ou une autre ressource qui nous intéresse plus. Et donc, ça va être la première phase, c'est ça. On essaie d'agencer ces cartes pour améliorer et faire le meilleur combo possible. Et ça, en fait, c'est une phase simultanée. Donc ça, c'est aussi un des principes du jeu qui est très intéressant, c'est qu'on pioche ces 4 cartes, on les agence et on résout. Donc on va résoudre ligne par ligne, comme si on lisait un livre. Je fais un exemple, mais je mets que des gorilles. Donc c'est pas un vrai exemple. Non, mais bon, ça marche quand même pour illustrer. Et donc on va lire en ligne. Donc la première ligne en général, c'est que la collection de ressources. Et ensuite, les autres lignes, on va adapter. Donc soit on va pouvoir défausser 2 ressources pour gagner des points de victoire, ou pour pouvoir rejouer, donc réactiver une cartouche précédente, etc. Une fois qu'on a activé tous ces points et ces cartouches et les ressources, on passe à une deuxième phase. Et cette deuxième phase, ça va être de pouvoir collecter, enfin, on va dire acquérir une nouvelle carte singe. Comme on disait, alors, il y a des possibilités, il y a des ressources, des batteries, des points de victoire, et donc chaque singe va avoir plutôt une spécificité. Et donc on va choisir à l'aveugle, on va avoir un petit jeton qui va nous dire, moi je choisis ce singe-là. Hop, on choisit un singe, mais par contre, par rapport aux autres deck building, les cartes elles sont à l'aveugle. Donc en fait, on choisit le type de singe, mais on ne choisit pas la carte. Donc en soi, c'est un deck building, donc on va vraiment avoir le singe, la capacité qu'on veut, mais finalement on ne sait pas les cases. Donc ça se trouve finalement la carte qu'on a prise, elle ne va pas s'agencer correctement avec celle qu'on a, enfin bon, ça va dépendre du tirage. Donc on récupère une nouvelle carte, et on recommence, et ainsi de suite, sur plusieurs manches. Il y a des objets qui peuvent intervenir, qui nous permettent d'avoir des actions particulières. On va pouvoir défausser de la batterie pour changer une carte de sa main si on veut, etc. Et ça, ces objets vont la changer à chaque partie. Et la petite subtilité aussi, c'est qu'en fait, c'est juste la petite phase qui crée l'interaction. C'est que après avoir fait donc sa phase je résous, je récolte ce que j'ai à faire, avant de récolter son singe, on va avoir un petit jeton, on va avoir un petit bonus. Et ce bonus-là, en fait, on va pouvoir regarder ce que les autres ont choisi comme bonus, parce qu'on pourra le copier, potentiellement, en défaussant 2 ressources. Je m'en suis jamais servi. Ah si, moi je m'en sers. C'est vrai ? Ah ouais. Parce que du coup, ça peut être intéressant, parce que ça permet d'avoir une ressource qui nous manquait pour peut-être acheter la carte la plus grande, parce qu'il y a 2 types de cartes, je ne l'ai pas dit, il y a des cartes plus faibles, on va dire, qui coûtent moins cher, et des cartes plus chères. Donc des fois, il nous manque une ressource, si la personne elle a pris le jeton qui fait une ressource, on peut défausser quelque chose pour avoir la ressource qui nous manque pour acheter la carte plus élevée. Ça, c'est un exemple. Mais voilà. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour copier le jeton de l'adversaire. Je crois que j'ai à peu près fait le tour sur les règles du jeu. Alors, pour moi, déjà, les points positifs, c'est que déjà, c'est un jeu simultané. Donc, on joue tous ensemble. Et donc, ça fait un gain de temps. C'est pour ça que je pense qu'on peut y jouer jusqu'à 6 sans que ça rallonge beaucoup la durée du jeu. Le fait aussi que finalement les cartes soient à l'aveugle, il y a moins de cette analyse parasite du choix de la carte, puisque de toute façon on prend le type de singe, donc ça, on va pas perdre beaucoup de temps à choisir la carte. Et au niveau de l'interaction, moi j'aime bien ces types de jeux où finalement on va pas s'embêter, c'est-à-dire qu'on va construire son petit moteur et on va pas être embêté par les autres. Juste on peut bénéficier de l'action des autres. Si finalement son action est intéressante, on va pouvoir éventuellement en bénéficier. Comme tout début, j'ai pas dit, il y a un petit truc de rage où on va pouvoir aussi éventuellement défausser des cartes pour. Alors, donc, pour le point négatif,
cette partie rage, je trouve qu'elle est pas... J'ai voulu l'utiliser pour justement avoir ce deck building et défausser des cartes pour avoir des ressources, parce que quand on défausse des cartes, on gagne le petit bonus au-dessus. Et j'ai pas réussi à développer assez de rage pour que ça me serve, et du coup, je trouve que cette piste-là, je trouve qu'elle... elle manque de... Enfin, on peut pas l'utiliser. Donc moi, cette partie rage, je trouve que c'est dommage, parce que du coup, elle est pas assez poussée. Mais sinon, moi, je trouve mes parties aussi un peu courtes. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit « Oh, 80 points, ça va être long ». Et on n'a pas vraiment le temps de faire ce deck building, parce que on prend des cartes, on récolte... Des fois, on fait 2 points par 2 points par 2 points, mais on n'a pas le temps, finalement, de développer beaucoup un deck building, vu qu'en plus, la pioche est aléatoire, les choix des cartes est aléatoire. Et puis, des fois, on tire nos cartes, ça s'agence mal. Bon, voilà, on fait pas grand-chose. Donc, pour moi, les points de scie, c'est vraiment ce côté simultané, ce côté combo qui est quand même hyper intéressant. Cette interaction indirecte, mais où on peut profiter des actions des autres, ça j'aime. Ce que j'ai peut-être un peu moins aimé, du coup, c'est que finalement, je l'ai trouvé assez rapide. Étonnamment, je le trouve presque trop rapide, parce que je trouve qu'on n'arrive pas à développer assez le jeu comme je voudrais. Et cette partie rage qui, du coup, me permet pas, de l'utiliser correctement pour faire cette procédé de deck building, de jetage de cartes. Mais en tout cas, ça reste un jeu que moi j'aime beaucoup. Il a été pas mal critiqué sur son non-interaction. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui... Alors, j'aime bien les jeux où on s'embête, mais si c'est un jeu fait pour ça. Et donc, moi, ça a été reproché, mais moi, je vois pas pourquoi il n'y a pas de reproche à faire à ce jeu-là. J'avais beaucoup aimé Les Gardiens de Hadrosac, qui était chez Catch Up Game également. J'ai pas dit, du coup, l'éditeur, c'était Catch Up Game. Et j'aime cette interaction indirecte qu'il y a dans After Us, qui, moi, me plaît énormément. Voilà, donc... ça reste un jeu que, franchement, je peux le faire découvrir à des... pas si initiés que ça. Du coup, je trouve qu'il est accessible à pas mal de monde. Ouais. Et les illustrations, toujours, quand même, très chouettes, de Vincent Dutray. Ouais. Moi, j'y ai pas mal joué aussi, parce qu'on l'a laissé au bureau, et puis c'est la durée parfaite pour la pause de midi, quoi. Nous, on dépasse les 45 minutes, on joue quand même 1 heure et quart, mais on est plusieurs à être pas très rapide, donc... Donc voilà, ça veut pas dire grand chose. Moi j'ai bien aimé, j'ai fait plusieurs parties, ça se renouvelle bien, les parties c'est pas forcément les mêmes. Il y a cette notion là, c'est vrai que quand on place les cartes, pour regarder les cartouches qu'on compose et tout, c'est vraiment nouveau. Ouais. On l'a pas vu dans d'autres jeux, donc moi j'adore dès qu'il y a de la nouveauté comme ça. Alors c'est marrant parce que clairement on joue pas de la même façon, parce que moi copier les jetons des voisins, ça sert à que dalle. Personne ne s'en est jamais servi dans aucune partie, alors que la rage, j'ai joué avec. Bah, j'ai essayé, mais j'arrive pas à développer assez ça. Alors moi, je m'en suis pas servi pour deck builder vraiment et construire un deck, même si ça l'épure un peu, c'est pas flagrant en soi. Par contre, pour choper les ressources qui me manquaient, pour aller chercher des cartes plus grosses, et justement sur la toute fin de partie, pouvoir cramer ma rage pour gagner les points de victoire qui me manquent et couper l'herbe sous le pied des autres en disant la partie est finie, j'ai gagné. Ça, j'ai réussi. D'accord. Et moi, j'ai pas réussi à... Mais justement, j'ai dépensé beaucoup pour avoir de la rage, qui j'ai pas réussi à la faire fructifier. Après, il y a peut-être il y a forcément une petite part de chance, ça reste toujours un jeu où il y a des cartes, donc il y a une différence entre les cartes. C'est vrai que moi, j'ai pas été chercher beaucoup de gorilles, et je dirais que j'en ai eu un qui me permettait d'avoir beaucoup de rage rapidement. Et voilà, après, je pense qu'il faut bien l'utiliser, jouer au bon moment, mais c'est un élément... il y a des des éléments qui sont dans les jeux qui sont en trop, je trouve, et qui apportent plus de complexité qu'ils apportent au gameplay. Et là, la rage, elle est à la fois discrète, ce qui fait que si vous l'oubliez, c'est pas grave. Vous pouvez jouer sans. Et moi, avec qui j'ai joué, pas de rage, et du coup, j'ai perdu à chaque fois. Donc, non, voilà. Moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Effectivement, l'édition, elle est sympa, les illustrations, elles sont belles, le matos, il est bien. Il n'y a pas de reproche à faire. J'ai un doute sur la durée de vie. Tu vois, est-ce que vraiment, là, on y a joué tout le mois. Est-ce que vraiment, dans 6 mois, c'est un jeu auquel je rejouerais? Je sais pas. Je sais pas. C'est le problème de la durée de vie de tous les jeux. Ouais, de toute façon, ils ont tous une durée de vie courte maintenant, mais surtout quand les nouveautés arrivent. Donc voilà, il y a ce petit bémol là, mais sinon, moi je le recommande vraiment. On s'est bien amusé dessus. Il a plu à tout le monde, et c'est vrai que le midi, ce que je dis, le midi au bureau, il est resté au bureau. Les gens, c'est on fait quoi? Tiens, on a quoi? On a 1 heure. On va faire un petit After Us. Puis on vient pas trop à la règle, c'est bien écrit, c'est assez lisible, et du coup. En fait, tout est illustré sur le plateau de jeu pour la mise en place et tout. C'est rapide, ça se prend vraiment bien en main. Donc non, c'est un petit sans faute, hein. Vraiment, c'est chouette. Bon, le thème. Oui, c'est comme beaucoup de jeux, on s'en fout un peu, quoi. Ouais. Voilà. Au final, on voit bien qu'on joue avec des singes, mais on dit je prends un gorille, je prends un machin, et à aucun moment vous vous dites c'est la fin du monde. Je fais mon ascension sur mon échelle d'intelligence collective.
Ah oui, il y a ça, bah tu vois, moi j'étais pas au courant. Donc non, voilà, on joue avec des singes, et c'est tout. Ça s'arrête là niveau thématique. Mais voilà, c'est quasiment histoire de dire du mal, parce que sinon c'est un très bon La jeu. petite anecdote, c'est que là on voit, c'est une tour Eiffel. Oui. Et ben pour les boîtes dans les autres pays, et ben ça a été changé. Et a priori, pour la boîte anglaise, c'est Big Ben qui a été mis. Ils sont malins. Et voilà. C'est la petite anecdote. Très bien. Très bien. Bref, on vous le recommande tous les deux. Ouais. On est d'accord. On passe, ça va être à moi. Alors de quoi je vous parle, moi? Je vous parle de Earth. Earth. Il est là. Ça, C'est rigolo, cet effet. ça double fait boîte, peur, mais c'est j'avais faut pas avoir anticipé. peur. Ouais, on commence à taper un petit peu dans le gros jeu, mais doucement. Donc Earth, c'est un jeu compétitif. Donc de 1 à 5 joueurs pour des parties de 50 minutes. Enfin, non, 45 à 50 minutes, à 90 minutes, plutôt 90. Ça va dépendre avec qui vous jouez. Ouais. Non mais Et à partir de 14 ans, ils mettent. Bon, pareil, toujours l'âge, on peut descendre un petit peu, mais il y a beaucoup de choses quand même. ouais, il y a beaucoup de choses. Donc à voir. C'est un jeu de Maxime Tardif. Et c'est illustré par Connor McGuay. Et j'ai pas été regarder ce qu'ils avaient fait avant. Vous m'en Je crois que c'est son premier jeu à Maxime Tardif. Et pour son premier jeu, ben, il a fait un gros succès du coup. Ouais, ça marche très bien. Donc dans Earth, en fait, on va développer des écosystèmes en choisissant au début. Alors moi c'est pareil. En fait, vu que je suis tellement pas le thème que je vais avoir du mal à l'expliquer en restant dans le thème. Donc, globalement, on va faire c'est du combo de cartes quoi. Oui. Avec un petit côté très Everdell. En fait, tout simplement, vous allez acheter des cartes que vous allez venir placer dans une sorte de plateau virtuel devant vous, qui à la fin sera un carré de 4 sur 4 cartes. Et donc, première phase, en fait, vous choisissez une action. Donc, les différentes actions, c'est jouer des cartes de votre main en payant leur coût dans votre plateau de jeu. L'action 2, c'est récupérer de l'argent. De base, c'est des actions de base. Action 3, c'est gagner des dés. Alors des cubes, c'est des petites ressources qu'on met sur les cartes. Des petites germes en fait. Ouais, des petites germes, voilà, germes qui vont donner des points de victoire à la fin. Et action 4, piocher des cartes. Bon, ça, c'est le gros des actions. Et en fait, à chaque fois que vous jouez une carte dans votre plateau de jeu, elle vient donner un pouvoir supplémentaire à une des actions de base. Donc par exemple, si vous jouez une carte rouge, et l'action rouge c'est gagner des sous, vous allez peut-être jouer une carte qui dit quand vous faites l'action rouge, vous piochez 3 cartes. Et du coup, à chaque fois que vous ferez l'action rouge pour prendre de l'argent, en plus vous piocherez 3 cartes. Donc vous allez construire votre moteur de jeu comme ça, pour faire des files d'action, globalement, qui matchent bien les unes avec les autres, pour arriver également à jouer des cartes qui vont donner des points, ou à respecter les objectifs qui ont été donnés par le jeu en début de partie. Et à la fin, salade de points générale, pour voir qui l'emporte. Alors, comme je disais, thématiquement, encore une fois... Si, parce que c'est quand même bien fait, parce que déjà... attends, je te laisse finir. Ok. Donc voilà, moi je trouve que thématiquement, je ne suis pas trop. Mécaniquement, je trouve qu'il marche super bien. J'ai fait beaucoup de parties aussi. Alors j'ai fait beaucoup de parties en solo. Notamment sur BGA. T'as pas joué avec des gens sur BGA? Non. Ouais, okay. Non, quand je vais sur BGA pour jouer tout seul. Ouais, d'accord. C'est bien aussi, c'est bien. Ça m'évite de râler tout seul devant mon ordi. Enfin, je râle quand même tout seul devant mon ordi. Non, ouais, j'ai joué beaucoup tout seul. Non, ça me permet de maîtriser ma durée de partie, en fait. Ouais. Et voilà. Donc voilà, même... Alors, le mode solo sur BGA, c'est dur de suivre ce que fait l'automa. J'avoue que... Ouais, de temps en temps, il me dit « Ah, l'automa a fait telle action. » Ok, en fait, il va jouer 12 cartes. À la fin des 12 cartes, la partie est finie. Okay. Je m'en sers juste pour compter le nombre de cartes qu'il a joué, mais je regarde pas trop exactement ce qui se passe, quoi. Mais par contre, tout le reste du moteur, construire son propre moteur, ça marche. Et donc, essayer de développer une stratégie qui va donner des points. Ça marche même contre l'automa. Donc, c'est là que j'ai le plus joué. Donc voilà, la construction de moteur, elle est vraiment chouette avec cette notion de... Il y a des fois des constructions de moteur qui n'apportent pas tant d'actions que ça, c'est pas évident. Là, vous jouez une carte, et à chaque fois qu'en gros vous allez déclencher cette action-là, ou que votre adversaire va la jouer, vous allez déclencher toutes vos actions que vous avez mis sur cette action de base. Et ça devient hyper intéressant si vous jouez à plusieurs, que vous avez fait une super file d'action sur l'action jaune qui est piocher les cartes. Du coup, votre adversaire est obligé de se dire il faudrait mieux pas que je joue l'action jaune, parce que quand je la joue, l'autre à côté, il se gave. Donc, niveau interaction, il marche très très bien. Au niveau construction de moteur de jeu, il marche
très très bien. Le petit reproche qu'on va quand même lui faire, c'est que c'est vraiment de la salade de points. Et il y a une ou deux couches qui sont en trop. Typiquement, donc, c'est des plantes que vous mettez en fait dans votre environnement, quoi, souvent. Et vous allez à la fois mettre des germes, donc c'est des petits cubes, et vous allez la faire pousser en mettant des trucs. Canopée et des... Ouais, la canopée. Donc voilà, il faut la faire pousser, quoi. Et pour moi, les deux là, il y en a un qui est de trop, quoi. Ouais. On voit pas... parce que les deux ne servent que à avoir des points. Alors, un cube égale un point, alors que la canopée, sur certaines plantes, quand on met 3, bah, finalement, ça donne 5 points. Si on arrive à la compléter jusqu'au bout, la plante, en fait, elle va avoir une taille. Et si on arrive à la faire pousser jusqu'à sa taille max, ben là... Elle ça peut donner un bonus. Voilà, parce que c'est même pas tout. Non, Quoi. pas tout. Donc, voilà. Je trouve que je trouve qu'il y a un de ces deux éléments-là qui est en trop. Pareil en termes d'objectifs, notamment quand on joue contrôle automate, il y en a beaucoup, c'est impossible de tout faire. Donc plus les objectifs que vous mettez vous-même, faut vraiment donner de la tête partout. Mais voilà, globalement ça marche quand même très bien. Mais il y a ce côté un peu... il aurait peut-être gagné à ce qu'il y ait une ou deux petites couches en moins et qu'il soit un tout petit peu plus light. Mais voilà, enfin à côté de ça... c'est un jeu là, moi je l'ai pas en version physique, mais je me le cherche d'occasion parce que. On va peut-être pouvoir s'arranger. Ah ouais. Aussi parce qu'en fait, pour moi, il ressemble beaucoup à un Everdell +++. Et vu qu'avec mes enfants, on joue en ce moment à Everdell, je me dis tiens, l'étape d'après, ça pourrait être de passer à Earth et ça pourrait marcher avec elle. Ouais. Donc voilà pour ce que moi j'en ai pensé. Ben, moi, au niveau, en termes d'édition, moi j'aime bien les illustrations, c'est de la photographie, un peu comme sur Ark Nova. Ouais. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime bien, je trouve c'est plutôt bien fait. L'édition plutôt de Liquid Game est plutôt bien faite aussi. Je trouve que le matos est plutôt chouette à manipuler, etc. Donc, moi je l'attendais beaucoup. Moi je le comparais vraiment du coup à du très haut, à Wingspan et à Terraforming Mars. En dessous Terraforming Mars, Wingspan, d'accord. Voilà, c'est quand même moins complexe qu'un Terraforming Mars. Ben, enfin, c'est moins gros. Oui et non, je trouve, parce que... Enfin, moi j'ai plus de mal... C'est plus le bordel. Moi j'ai plus de mal à m'orienter sur Earth, alors que finalement, Terraforming, il est long en temps, mais j'ai jamais eu de problème dans le jeu. Et là, Earth, moi je m'y perds totalement, en fait. Et du coup, j'ai du mal à apprécier finalement mes parties, tellement je ne sais pas quoi faire. Là je fais pousser du truc, et j'arrive pas à optimiser... à profiter des actions, parce que je ne suis pas sûre qu'on l'ait dit en fait. Donc il y a 4 actions de base, mais du coup, là, par contre ça c'est le gros avantage, c'est qu'on n'est jamais, on ne fait jamais rien, parce que quand quelqu'un fait une action principale, tout le monde fait son action secondaire. Donc on joue en simultané. Donc, du coup on gagne des ressources qui vont nous permettre de jouer après. Mais etc. ça c'est vraiment la grosse particularité, c'est que vraiment le joueur actif qui fait son action a une action vraiment plus importante, par exemple qui va gagner 5 pièces, et bien tout le monde peut gagner 2 pièces ou piocher une carte. Plus activer toutes les cartes qu'il a posées. Voilà. Et par contre, comme on disait, son tableau, on va réactiver les cartes de la couleur de l'action qui a été faite. Donc on peut vouloir se spécialiser dans une couleur. Ouais. Genre, si l'autre il joue jaune, c'est le bingo absolu. Mais si les autres, dans ce cas-là, ils jouent pas la couleur sur laquelle vous êtes spécialisé. Donc on hésite, est-ce que je fais un peu de tout? Est-ce que je me spécialise? Puis ça va dépendre aussi des objectifs. Faut réfléchir un peu, quoi. Et voilà, donc là, vraiment le positif c'est ça, c'est que finalement on est toujours actif, puisqu'on va bénéficier d'une action secondaire quand même des autres joueurs, donc on joue tout le temps, on n'attend pas par rapport aux autres jeux justement peut-être, et tout ça, que du coup on va attendre les jeux des autres. Là on joue en même temps finalement, même si on bénéficie d'une action moins forte, et donc ça c'est quand même le point fort du jeu. Mais sinon pour le reste, voilà, les cartes, elles ont soit on fait pousser la canopée, soit on fait les petits germes dessus, mais on peut défausser des germes pour faire de la canopée. Enfin, en fait, on peut tout ce qu'on construit, on le déconstruit. On peut faire des germes, et du coup, on va défausser les germes pour récupérer de l'argent. Ouais, tout sert de ressources. Et tout, en fait, on peut détruire de la canopée pour finalement récupérer des germes. Et en fait, tout ce qu'on construit, on jette des cartes, ça fait des points, mais on peut utiliser les cartes qu'on a achetées pour récupérer. On va piocher beaucoup pièces, de cartes, mais du coup, on les met dans un compost. Alors, pour ça que le thème a été un peu fait, parce qu'en fait, on va avoir des sols, on va fertiliser des sols, et on va pouvoir utiliser du coup ces sols-là. Si on met les bonnes plantes à côté, potentiellement, on va avoir des points, etc. Moi, donc voilà, les deux seuls défauts, c'est vraiment, moi, je n'y piche finalement rien. Je subis. En fait, j'ai l'impression de subir le jeu. Je trouve beau, je vois vraiment son intérêt, mais là, moi, par rapport aux autres de la gamme, je le subis. Parce que. Est-ce que je fais ça, mais si je fais ça, mais du coup je mets des germes, ok, non finalement mon germe il ne sert pas. Et en fait j'arrive pas à m'orienter, je fais pas de points. Et la dernière chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des cartes, on l'avait remarqué à notre première partie,
Et ça m'a fait le même effet dans la deuxième partie que j'ai faite, c'est qu'il y a des cartes qui valent beaucoup de points. Si on l'a tout de Ça, suite... t'as pas aimé. Hein. Ben, en fait, si on la pioche tout de suite, cette carte, elle peut faire 30 points. Non, mais sauf que si tu la mets tout de suite, elle coûte très cher et c'est d'autres cartes que tu poses pas. Ben, ouais, mais déjà, la carte en elle-même, il y a beaucoup de cartes qui valent 2-3 points. Déjà, cette carte-là, elle vaut 10 points de base. Et elle est pas si chère par rapport à d'autres cartes. Et derrière, si on arrive à mettre les cartes autour, ce qu'on peut faire, parce qu'on pioche quand même énormément de cartes dans le jeu. Ça peut être un objectif d'avoir plein de cartes. Donc, Ouais, et cette carte-là, elle vaut direct 30 points. Et pour avoir fait plusieurs parties, avoir vu beaucoup de cartes défiler, il y a très peu de cartes qui peuvent rapporter 30 points. Donc si on arrive à l'avoir dès le début du jeu, cette carte, et qu'on la pose, ben, déjà on a 30 points déjà de fait. Alors que si on l'a vers la fin, bah déjà c'est trop tard parce qu'on n'a pas forcément bien posé. Donc en gros, c'est presque, faut d'abord aller sur la quête de ces cartes à objectif. Comme ça, on les pose et on sait quel objectif on fait. Et surtout qu'elles valent beaucoup de points. Moi j'ai fait des cartes, mettre la canopée ça fait 3 points, elle va 1 point, enfin 1 point. Donc en gros, la carte elle me rapporte 4 points. Donc en fait, sur les. Alors que tu as une carte qui en rapporte 30. ouais, en général, elle valent pas le même prix. Hein. Ouais, et ben je sais pas, je trouve que c'est assez... En fait, ce qui est assez difficile, alors effectivement, si tu les as sur la fin, ça sert à rien, t'es bonne pour les jeter. Ouais. Mais c'est vrai que si tu les as sur le début, en fait, surtout ce qu'elles vont te permettre, c'est de constituer ton plateau de jeu Voilà, et en en fonction plus, de cette tu sais- carte-là. Après, typiquement, ça m'est arrivé plusieurs fois contre l'automa, de vouloir faire des coups comme ça, et l'automa, il met fin à la partie, et Ouais. t'as jamais posé ta carte, quoi. Donc, bon, en tout cas, en solo, des fois, je les joue, des fois, je les joue pas, elle me choque pas. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai... Donc, Mais je j'ai l'ai- gagné contre elle avec une carte comme ça, donc elle a pas trop... Bah, c'était notre première partie, franchement, ça, je me dis, on découvrait le jeu. Et puis pareil, alors, il y a 4 objectifs communs pour tout le monde. Il y a un objectif personnel. Et on peut rajouter, du coup, c'est, je sais plus comment ils appellent ça, les éléments, 2 encore, Ouais. finalement, objectifs communs. Mm. Donc ça veut dire 7 en tout objectifs pour faire des points. Ouais. Plus les points qu'on fait Ah déjà oui, avec les c'est un jeunes. vrai bordel. Et moi, du coup, j'ai joué avec ces cartes-là. Mais là, du coup, on fait, alors, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. Et si on veut faire les 6 objectifs, comment on place? Enfin, ça devient, mais... Ah ouais, c'est compliqué. Mais après, justement, c'est aussi le truc, c'est d'être capable de se dire lequel je fais, lequel combotte avec lequel, et assez rapidement, il faut déterminer une stratégie, et il faut essayer de s'y coller. Je sais pas si ça m'est arrivé. Ce qu'il faudrait voir, c'est quelle capacité tu as si tu sens qu'en milieu de partie, ton objectif il est raté à switcher. Je pense que c'est trop tard. Voilà. Mais par contre, sinon, je trouve qu'au niveau temps, pour une première partie, on n'avait pas mis si longtemps. J'étais assez étonnée. Donc, Non, au il niveau s'explique bien, temps- il se prend bien en main. Donc, je comprends qu'il marche. Moi, bah voilà, je préfère peut-être finalement d'autres de la gamme parce que bah, vraiment, c'est cette partie simultanée que j'aime beaucoup, avec bénéficier de l'action secondaire. Mais sinon, c'est vrai que le puzzle game avec les trucs dans tous les sens, waouh. Moi, j'aime bien. Ça fait réfléchir. Faut bien penser son truc. Non, il y a une couche ou deux en trop. Ouais. Clairement, on est d'accord. D'accord. C'est pas normal, on est beaucoup trop d'accord. Il va falloir qu'on tombe sur des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. De quoi parle-t-on ensuite? Et ben, on va parler de toute façon de choses que finalement on ne connaît pas les uns les autres. Donc, du coup, on ne pourra pas donner notre avis. Ah, effectivement. Ah, c'est encore à moi. Ouais, bon, c'est pas grave. Eh bien, je vais vous parler de Wonderbook. Alors, il est là-haut. Ah, on va... Je sais pas, on va quoi. Ouais. Donc, Wonderbook, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif pop-up. 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 Comme les livres. Oui. Exactement. De toute façon, je vais vous l'ouvrir parce qu'il faut que Ouais, vous il voyez. faut. C'est un coopératif pop-up, comme un pop-up book avec des éléments en 3D qui sortent. C'est un jeu de Marino Chiachira. On coupe au montage. Chiachira, je sais pas. Voilà. Oui, ça a l'air italien, ça. C'est l'auteur de Similo Ah ouais, et Detective. d'accord. Donc voilà. Et de Michel Piccolini. Et c'est l'autrice. Ah non, c'est un garçon. Non. C'est Mitchell. Oui, c'est Mitchell, je sais pas. Qui est l'auteur de Ryozen, qui est un jeu qui sort cette année. Donc je ne le connais pas. Et c'est illustré par Miguel Coimbra, que lui on connaît bien parce que c'est illustrateur notamment de Seven Wonders et de Small Worlds. Donc il a illustré quelques... Alors là, a priori, il l'a colorié. Et l'illustration, Dario Sesterio. Non, Non, Sestaro. ça c'est moi. On est passé pas loin, dis donc. C'est son premier jeu. Ok. Donc voilà, c'est publié par DV Games, édité par DV Games, et c'est distribué par Asmodée, qui nous l'a fait parvenir gentiment pour qu'on l'essaye. Donc, Déjà, c'est beau.
Ouais, non, c'est magnifique. Là, rien que la boîte, voilà, vous la voyez bien, la boîte. Je vais aussi vous mettre la vidéo de présentation. Comment c'est magnifique, c'est tout en 3D et tout. Donc ça, vous allez voir, on va l'ouvrir, c'est magnifique. Ils disent à partir de 10 ans. Moi, j'ai joué avec mes filles de 9 ans. Elles adorent. Spoiler alert. Donc clairement, je pense que 8-9 ans, ça commence sans problème. Pour des parties de 1 à 4 joueurs, en l'occurrence, je ne l'ai joué qu'à 3, parce que c'est un jeu narratif, donc quand on commence avec des joueurs... Alors, ils expliquent dans la règle qu'on peut incorporer d'autres joueurs, qu'on peut, éventuellement, s'il y en a un qui s'absente, c'est pas grave, il suffit de broder un peu dans l'histoire. C'est vrai que j'imagine que ça pose pas trop de problèmes. Ok. Bon, voilà, nous, on l'a commencé à 3, on l'avance à 3. Pour des parties de 90 minutes, ce qui est extrêmement vrai. C'est un peu long pour des enfants. Ouais, ce qui est 90 minutes montre en main. Alors, le problème que j'ai, c'est pas que ce soit long pour des enfants, c'est que j'ai du mal à trouver 90 minutes en semaine. Et vu que mes filles adorent, elles veulent rejouer. On fait un Wonderbook. Ça prend 1h30 les filles. Alors là, il faut faire les devoirs, il faut prendre la douche, il faut qu'on mange. Et du coup, c'est mort. Et puis le week-end, elles ont leurs copines. Donc, on a du mal à avancer. Mais, en dehors de ça, c'est très très bien. Alors, de quoi il retourne ? Bah, tout simplement, dans Wonderbook, vous êtes une équipe de héros, de copains, et vous allez aider un dragon à récupérer son royaume qui lui a été volé par son frère. Alors, désolé pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, mais on va ouvrir le pop-up book. Je vais le faire en changeant la caméra. On peut voir aussi quand même tout le matériel. Hein. Ouais. Donc, vous avez un pop-up book, vous l'ouvrez, et là, touloum, la caméra... Elle est là, trop près petite. pour la montrer en entier. Voilà, vous avez un arbre en 3D qui se déploie comme ça, et vous allez pouvoir vous déplacer autour de l'arbre pour suivre l'histoire et remplir la quête. Puisque dans comment on joue, donc c'est un jeu narratif. Pour moi, c'est un mélange entre Carte Aventura et Zombie Kids, quelque part. C'est-à-dire que il y a plus complexe peut-être. Oui, non, bien entendu. Il y a le côté carte Aventura dans le fait que ce soit des cartes qu'on retourne qui font avancer l'histoire, qu'on va opérer des choix qui vont potentiellement, ou des fois on va nous dire allez plutôt à telle carte, pas du tout de façon permanente comme dans Carte Aventura, mais de façon ponctuelle. Et Zombie Kids, pour le côté, on a deux joueurs qui sont sur le même plateau, qui est un plateau relativement fermé, et on va rester sur ce plateau et se déplacer. La différence avec Zombie Kids, c'est que le plateau il est évolutif, et que du coup, il y a quand même plus de déplacements possibles. Donc voilà. Donc on retourne des cartes qui nous racontent en gros le dragon machin, il a fait ça, enfin il apparaît devant vous, il vous demande ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez faire ça ou est-ce que vous voulez faire ça, si vous voulez faire ça, allez à telle carte. Voilà, ça va déterminer l'histoire, ça va vous donner des mots aussi. Alors c'est rigolo, ils disent sur une feuille, on note, alors notez que vous avez le mot-clé altruisme, le mot-clé danger, intelligence, etc. Donc normalement vous pouvez le faire au dos de la règle de jeu. C'est écrit dans la règle directement, il conseille de le faire sur une feuille à part ou sur un écran d'ordi. Moi je le fais sur l'iPad pour pouvoir rejouer au jeu. Donc voilà, on va gagner des mots-clés qui vont influencer la suite de notre histoire. Et puis assez régulièrement, la base du jeu, c'est quand même il va falloir combattre des ennemis qui sont des vrims. Alors, par contre, niveau mots faciles à prononcer, ils se sont un petit peu ratés. Donc voilà, on va combattre les vrims ou les dragons qui apparaissent, etc. Et là, un petit peu à la Zombie Kids, en fait, on va effectuer des actions, puis les ennemis vont réagir. Alors des fois, c'est d'abord les ennemis, et puis après c'est nous, et voilà. Et des fois, là, le jeu va vous dire, dans cette phase d'action-là, vous avez 2 actions, puis les ennemis en ont 3. Ou vous avez 3 actions, puis les ennemis en ont 2, mais il faut rajouter des ennemis. Le jeu bouge un petit peu tout le temps comme ça. Et puis, selon l'issue... En général, les combats sont parallèles à quelque chose. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, il faut que vous trouviez les 4 gemmes secrètes de je sais pas quoi. Sauf que pendant que vous cherchez les gemmes sur le plateau de jeu, comme ça, alors elles sont où les gemmes et tout, pour trouver les cartes qui vont bien, et vous avez des ennemis qui apparaissent, qui vont venir vous embêter. Il va falloir les combattre en même temps. Il y a quand même beaucoup de figurines. Ouais, une petite figurine, ouais. Les cartes avec un bon thermoformage, là. Qui est bien fait pour le coup, j'aime pas ça, mais celui-là il est bien fait. Donc voilà, donc vous vous retrouvez avec une petite pression, machin et tout. Le jeu est relativement facile quand même. Nous on a perdu notre première partie, c'était le chapitre 4. Donc dans le jeu il y en a 6. Donc là maintenant on est rendu,
On a fini le 4, ça y est. Donc voilà, au final, il y a des difficultés, mais en fait, les parties, il y a 10 petits sabliers dans la boîte, et si à la fin de la partie, si vous avez 0 sablier, vous avez perdu. Mais si vous en avez, à partir du moment où vous en avez plus de 0, la partie n'est pas perdue, vous continuez. Okay. Par contre, ça peut éventuellement influencer le cours de l'histoire, parce que vous avez plus ou moins bien terminé. Donc il y a une volonté de gagner d'avoir le plus de sabliers possible, mais c'est quand même rare de perdre. Okay. Donc, et puis si vous perdez, il y a quasiment un petit peu de roguelite, parce qu'au final, vous remettez les cartes sont numérotées, vous les remettez dans l'ordre, vous recommencez la partie, mais du coup vous connaissez déjà une partie des éléments, et c'est bien parce que du coup vous savez quelle erreur vous avez pu faire, ou vous recommencez une meilleure stratégie, donc vous améliorez, et vous recommencez. Est-ce qu'il y a des choses qui changent au niveau scénario, justement, parce que ça sera peut-être la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut le refaire là... Alors, plusieurs fois dans la règle, ils précisent bien, oui, on peut le refaire, on peut le jouer avec d'autres personnes. Donc toutes les cartes sont numérotées, même celles qu'on va piocher, remettre dans le jeu, mettre dans d'autres paquets et tout. Okay. Donc en fait, au moment où vous avez fini le jeu, ou vous voulez recommencer ou autre, vous remettez toutes les cartes dans l'ordre. Okay. Donc il y a 6 paquets qui représentent les 6 scénarios, donc il faut mettre chaque paquet il y a des choix qui sont spécifiques finalement. Ouais. Ah, okay. Alors ce que par contre on peut pas faire, c'est jouer avec 2 groupes en parallèle. Là je pense que c'est galère. Mais pour le reste, pas de problème. Pour y rejouer, moi mes filles là, elles ont déjà dit quand on leur a fini, on peut rejouer. Moi non. Moi c'est bon, je trouve ça absolument génial. Spoiler alerte encore, mais je referai pas une deuxième partie. Donc j'ai dit à mes filles, non, d'abord je pense qu'il va aller chez ses stéréos. Ouais, déjà, moi je vais faire la campagne. Et il reviendra pour qu'elle voudrait le faire avec leurs copines. Donc voilà. Donc voilà, ce que je disais, mon avis, c'est génial, le matos là, cet arbre 3D là. Si vous avez genre Everdell, encore une fois chez vous avec l'arbre 3D en carton qui est une fois monté, faut pas le démonter sinon il va casser, et puis c'est pénible et puis ça sert à rien, c'est pas le cas du tout. Là, vous pliez le bouquin, il disparaît, vous ouvrez le bouquin, il réapparaît. Magie. Ouais. Et il sert à quelque chose puisqu'il sert le jeu, donc c'est hyper bien pensé. Encore une fois, c'est hyper nouveau, donc c'est cool. L'édition est superbe, les illustrations, les cartes, le matos, il y a rien acheté, il y a rien en trop, donc sans faute. Au niveau de l'histoire, la narration elle est pas mal. Moi, Carte Aventura, je suis pas fan. Je trouve qu'il y a des fois il y a trop de texte et puis pour des choix où on voit pas trop où ça va nous mener, etc. Ouais. Là, les choix il y en a vraiment pas trop, donc on est très guidé. Okay. On est très guidé quand même. Certains choix n'ont même pas d'impact immédiat. On gagne un mot, mais on ne sait pas pourquoi. Alors l'impact, il est beaucoup plus tard. Okay. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien la façon dont le scénario et comment ça se déroule. Petit bémol, il y a des fois quelques cartes qui ne sont pas claires. Alors vu qu'il n'y a pas beaucoup de règles, il n'y en a pas beaucoup de règles quand même. Comparé à tout ce que propose le jeu. Des fois la carte elle vous dit dans tel combat est-ce que je me rappelle plus, mais j'ai eu un cas où typiquement j'étais obligé d'aller voir sur BGG sur le forum en anglais. Et t'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé. Okay. Donc j'étais pas le seul à m'être posé la question parce que voilà on comprend pas bien ce qu'il faut faire sur ce monstre là, et puis on s'est rendu compte qu'en fait c'est la partie qu'on a perdue quand on l'avait fait de façon beaucoup trop compliquée quoi. Donc bon, je pense que sur 4 scénarios ça a dû m'arriver une fois où j'ai dû vraiment aller sur BGG. Une fois où il a vraiment fallu que je reprenne la carte et qu'on recommence en se disant « Ah non, on a dû se tromper, on va le faire d'une autre façon ». Et une fois où à la lecture, j'ai un peu râlé, quoi. Donc bon, c'est minime, c'est quand même présent, mais c'est vraiment pas rédhibitoire, quoi. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à en dire, si ce n'est que voilà, c'est original, c'est beau, c'est fun, ça marche super bien avec les enfants, je pense dès 8-9 ans, c'est parfait. Donc, foncez. Moi j'ai hâte de faire la campagne, c'est moi qui t'en ai parlé, et donc quand je l'avais vu j'avais tout de suite craqué, je me suis pas partie parce qu'il y a tellement de nouveautés, je suis partie sur d'autres choses, et c'est resté en tête, puis on a eu l'opportunité de l'avoir. Bon, il faut quand même en parler, son défaut je pense qui fait qu'aujourd'hui il a peut-être pas eu son succès, c'est le prix. Après il y a du matériel aussi, mais bon, je comprends aussi que pour les personnes ça peut être compliqué. De base je crois qu'il est à 60 et quelques euros. Ouais. Donc, après il est à 60 et quelques euros maintenant, il aurait été moins cher il y a quelques temps. Du coup, là, n'hésitez pas si ça vous plaît, parce qu'en ce moment, il y a des offres, des fois, justement, comme le jeu... Si vous voyez passer une promo dessus, foncez. Voilà, en occasion. C'est ça, donc je sais qu'il y a eu une vente flash il n'y a pas si longtemps chez Philibert et tout, donc voilà, n'hésitez pas à regarder, parce que là, vous avez peut-être des possibilités de le trouver un peu moins cher, et ça vaut le coup, quoi. Et donc, je remets une couche, mais si vous le voyez passer d'occasion, il n'est pas destructif. Ouais.
Donc a priori, vous pourrez tout à fait vous pouvez tout à fait le racheter d'occasion et y rejouer si la personne y a fait gaffe et n'a pas abîmé tout ce qui est la partie pop-up, les arbres, les machins, les dragons qui surgissent. Vous pouvez recommencer sans problème, quoi. Donc voilà. Ok. Faut ranger maintenant. Ouais, vas-y. Je vais te laisser présenter ton jeu, je vais faire ça. Alors, tu nous parles Je vais de... parler de Tiwanaku. C'est un jeu, alors, de déduction. Donc c'est pour ça que, bon, je ne te l'ai pas proposé pour l'instant. Bah bon, après ça vaut le coup de l'essayer. Mais voilà, c'est un jeu de déduction. Donc Tiwanaku, qui est donc un jeu qui est préconisé pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 minutes, mais ça va varier, je vais expliquer pourquoi. Ils disent 14 ans et plus. Donc qui est édité chez Sit Down. L'auteur c'est Olivier Grégoire, j'ai pas trop vu ce qu'il avait fait d'autre. Et donc l'illustration c'est Raphaël Samac. Et là, je ne sais pas non plus ce qu'il a fait d'autre. Donc dans Tiwanaku, alors c'était une campagne Kickstarter et il s'appelait Pachamama avant. Ah oui, Et ils ont changé son nom. C'est une réédition ou c'était le Kickstarter qui avait un autre nom? Je sais plus, mais je sais que c'était pas son nom d'origine et ils ont changé le nom en cours de route. Et je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je trouve que... Je sais pas, du coup, alors mais... Quand même, le nom original avait un sens parce que du coup, pour expliquer le thème, donc en gros, en fait, nous, on va incarner un peuple, on va dire, on est des Quechua. Et on va essayer de découvrir des nouvelles régions qui vont être délimitées. Donc on va essayer de retracer un peu les différentes régions qui vont exister dans ce nouveau monde, on peut dire. Et aussi voir quelle culture on va pouvoir planter. Mais pour ça, on va faire appel donc, à la Pachamama, qui va essayer de nous faire découvrir et en fait on est très en tant qu'Quechua comment on dit on est très je trouve pas le mot, en fait on veut faire plaisir à la Pachamama et du coup on va essayer de respecter ses souhaits de culture et donc c'est en ça qu'on va essayer donc de deviner ce que la Pachamama veut qu'on cultive dans les régions qu'on aura découvertes. Pour ce faire, donc comment ça marche cette histoire? En fait c'est tout simple, on va avoir un plateau et un scénario. Alors, pareil, les scénarios, il y en a deux types. Il y a des scénarios courts et des scénarios longs. Donc c'est pour ça que le temps, il va changer en fait, parce que du coup, si tu as un scénario court, tu vas pas avoir le même temps qu'un scénario long. Ce qui va changer, c'est le nombre de tuiles à faire découvrir sur le plateau. Donc on peut avoir un plateau avec un plateau carré, donc, ou un plateau rectangle, donc ce qui va faire des parties plus longues. Comment ça va marcher cette histoire? En fait, on va essayer donc de se déplacer en tant que Quechua sur le plateau et on va essayer donc de découvrir quel type de région c'est. On va avoir donc le scénario de mise en place. Donc un scénario, c'est juste une petite roue comme ça. Il ne faut pas regarder le derrière. Le devant, donc c'est la partie, le démarrage. C'est l'autre côté qu'il ne faut pas regarder. Ouais, c'est l'autre côté qu'il ne faut pas regarder. Okay. Donc on prend un scénario, c'est la mise en place de départ. On va poser donc les tuiles régions qui vont bien sur le plateau. Tous les scénarios sont rejouables. En fait, je me disais au départ, on peut pas, mais honnêtement, je défie quelqu'un de se rappeler, une fois qu'il en aura fait 3-4, voilà, s'il reprend le même scénario, où sont les régions, où sont les cultures, etc. Donc tout est rejouable tout le temps, surtout si vous faites les 20 d'abord. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, tout est rejouable. Et en fait, le matériel est très chouette parce que du coup, on va insérer donc le scénario dans cette roue qui est assez... Alors, en fait, il y a un petit rond pour la faire tourner, etc. Ouais. Parce qu'on la revisse. Continue. Et on va pouvoir, du coup, faire des demandes à la Pachamama. Donc, on va se déplacer son Quechua sur le plateau. S'il n'y a pas de région déjà découverte, on va devoir s'arrêter et devoir identifier la région. Donc, la région, on va regarder sur la roue. En fait, sur le plateau, il y a donc des icônes en horizontal et en vertical qui vont nous dire où on se place sur la roue. Tu veux que j'essaie de... Ouais, on continue. Donc sur la roue ici, en fait, on va déplacer en fait les curseurs parce que du coup il y a les petits icônes. On va se dire sur quelle ligne et sur quelle colonne on est, et on va ouvrir la petite fenêtre. Et quand on ouvre la petite fenêtre, si on a mis un scénario dedans, et ben pour le podcast c'est compliqué. Ouais, mais en fait c'est une petite roue, on va essayer d'expliquer, avec 2 fenêtres. Et en fait on va pouvoir tourner la roue. Et à chaque fois, quand on va ouvrir la fenêtre, il va y avoir un dessin qui va apparaître. Et on sait que du coup, c'est un type de terrain. Donc quand on fait un appel au terrain, on va avancer sur une piste qui va nous permettre de gagner des points de victoire. Et on va comme ça découvrir les terrains sur le plateau.
les terrains c'est des régions qui peuvent être de 1 à 5 tuiles. Et ensuite, sur ces terrains, on va placer des cultures. Les cultures, elles doivent être diversifiées. Donc, en fait, chaque case du terrain, du scénario, ne peut avoir qu'une seule solution. Donc, un seul terrain et une seule culture. Comment on va essayer de faire cette déduction? C'est ça qui est très intéressant. Donc, pour les terrains, on ne fait pas de déduction. On va découvrir les terrains, etc. Mais pour placer la culture qu'on veut, en fait, on sait que tous les terrains, déjà, ils ne peuvent pas être diagonalement adjacents. Donc, si on a un terrain mer, on ne peut pas avoir un terrain mer diagonalement adjacent. Il faut que les régions soient séparées. Donc, ça va aider à savoir ce qu'on fait. Et les cultures, c'est pareil. Donc, on va avoir des cultures qui peuvent être... Donc, comme je dis, les terrains vont de 1 à 5, donc les cultures vont de 1 à 5. Donc, si on a un terrain de 4, il y a forcément une diversification des 4 cultures. Donc, soit du blé, du vin, de la plante et du piment, par exemple. Il faut forcément, si tu as un terrain de 4 en mer, qu'il y ait une de chaque qui va de 1 à 4. Et on sait que chaque culture ne peut pas être adjacente à une autre culture. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, ça a été un peu comparé au démineur, le petit jeu du démineur que les plus anciens pourront connaître. Mais en gros, voilà, on sait que par exemple, s'il y a un 1 à côté là, il y a un 2 là, forcément la culture qui est au centre ne peut pas être un 2. Ça va être forcément un 3 ou un 4. Donc on peut aussi faire des déductions comme ça. Et à ce moment-là, on va utiliser l'autre partie de la roue, qui est donc la découverte de la culture. Donc là, on ouvre l'autre partie de la roue, la petite fenêtre, la culture apparaît. Et là, par contre, c'est une déduction. Tu montres, mais t'es derrière la boîte. Ouais. Donc, on fait une déduction. Donc, pour ça, il y a deux choses. Il y a vraiment deux parties. Il y a la découverte des terrains. Et là, on gagne des points sur des pistes pour essayer d'améliorer, pour faire des points de victoire sur les pistes. Et l'autre partie, c'est les cultures. Et quand on fait les cultures, là, c'est vraiment, ils appellent ça une divination. Et on va demander à la roue, on va dire, moi, je pense, vu les déductions que j'ai faites, que là, c'est du piment. Là, c'est les autres joueurs qui vont vérifier. Si c'est du piment, bah là, on gagne les points de piment. Par exemple, si c'est une culture de niveau 3, bah on fait 3 en piment. Si on s'est trompé, et bah là, on perd 3. C'est pour éviter aussi qu'il y ait des gens qui déduisent à tout va, qui font une divination à tout va. Non, si on se trompe, on perd des points. Donc, c'est pour aussi, il faut être assez sûr de soi quand on se lance sur la divination. Et on va comme ça, faire nos demandes à la Pachamama, utiliser la roue, et essayer donc de faire le terrain. Et dès que la dernière tuile terrain est posée, ça met fin au jeu, et puis on regarde du coup les points de score. Donc on est dans la lignée de la recherche à Planetix. Alors, c'est un jeu de déduction, mais ça n'a pas du tout, je trouve, la même... c'est pas la même déduction. Là, vraiment, c'est une déduction un peu plus... Déjà, je trouve que ça fait... Le thème, on pose des terrains, on essaye de déduire la tuile. Je trouve que ça arrive à quand même à nous transporter ailleurs un petit peu. Je trouve que le matériel, tout ça, fait quelque chose d'un peu différent. Je trouve que ça apporte quelque chose. C'est pas que plaqué, je trouve. Et au niveau déduction, c'est pas la même déduction que Planetix. Il y a moins... Je pense que c'est plus mathématique. Ça serait plus comme Turing Machine. Parce que là, du coup, on peut faire des divinations au hasard. Ça, c'est possible. Mais normalement, si on sait un peu les tuiles qu'il y a autour, on doit pouvoir déduire. Alors que Planetix, il y a une partie quand même où on demande un peu aléatoirement, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a ici, on n'a pas les mêmes informations que tout le monde, parce que là, le plateau est ouvert à tout le monde, donc c'est à nous de faire la bonne déduction, d'aller dire, attends, là, il y a un 3, là, il y a un 2, donc forcément, ça peut pas être un 1 ici, donc si c'est pas un 1 ici, ça va être la culture de niveau 4, etc. Il y a vraiment ce côté un peu plus, je dirais, mathématique, ça peut faire peur, mais vraiment, là, t'as le plateau et tu dois pouvoir déduire, quoi. Ok. T'as pas ce côté dans la recherche à Planetix où tu vas demander, tiens, est-ce que il y a les astéroïdes? Non, mince, j'ai pas eu l'information. Là, tout le monde a l'information en même temps et tout le monde a la même information, quoi. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est un peu long à mettre en place, c'est que justement, pour pouvoir faire les divinations sur les cultures, il faut d'abord placer les cartes terrain. Donc des fois on est un peu là, je fais des tirs, là c'est un, là. Et c'est un peu long du coup parce qu'au début, surtout sur les scénarios plus longs forcément, il faut découvrir les terrains, donc on est là, c'est encore du terrain, on fait encore du terrain, avant de pouvoir commencer les divinations qui sont là, la partie un peu plus intéressante. Et, mais sinon, moi je trouve le matos c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup les parties.
J'ai fait que pour l'instant du compétitif, alors que c'est vrai que je l'ai toujours dit sur Planet X ou sur Turing Machine, je le joue en coopératif. Là, je l'ai joué en compétitif. Il propose une version coopérative contre l'automa. Ça avait l'air un peu plus compliqué, le déplacement du Quechua sur le plateau et tout, donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait la version coopérative, mais ça ne saurait tarder. Il y a le mode solo qui marche très bien aussi sur ces types de jeux, ça marche toujours. Hein. Moi, chez Turing Machine, ça marche très bien. Mais c'est vrai que je trouve il se différencie des deux autres, je trouve, par sa thématique et par son côté déduction qui est vraiment un peu différent. Ok. Et vraiment, le matos, c'est vraiment très chouette et complètement rejouable. N'ayez pas peur que les scénarios, clairement, vous vous en souviendrez pas. On est quand même dans un style réflexion à la Turing Machine et Planet X. Quoi. Oui, C'est la même mais famille. c'est un jeu de déduction. Si vous avez aimé les deux premiers, vous pouvez aller sur celui-là. Voilà. Mais si vous n'avez pas aimé les deux autres, peut-être que vous aimez celui-là parce que la thématique est vraiment plus... Le matos, c'est tentant. Bon, sur le style de jeu, moi j'ai vraiment l'impression que tu m'expliques les deux autres, alors je suis un peu refroidi. Mais le matos, c'est tentant. Mais Peut-être attendez. qu'en prenant beaucoup d'élan, j'arriverai à me le faire assez vite. Donc voilà, donc ça c'était pour Tiwanaku. Parfait, merci. Et ben voilà, c'est fini pour les focus. Ouais, on passe au tirage au sort de The Number. The Number. Alors, pour ce concours, on T'as a eu pas de peu de chance. participants. Ouais. Tac, je me cache. Voilà. Donc peu de participants. Donc là, ceux qui ont participé ont toutes leurs chances. Donc on va Alors, pas je rappeler vais ce que c'est un lancer- The Number. Vous pouvez regarder la vidéo précédente. Toi, tu peux expliquer. Moi, je vais chercher le concours. Donc, comme d'habitude, on prend les personnes qui ont laissé un commentaire sous la vidéo YouTube et on va faire un tirage au sort en direct pour vous dire qui du coup remporte le jeu, à qui on enverra du coup incessamment sous peu le jeu The Number qui est un jeu minimaliste de bluff et de déduction. Ouais. Incessamment sous peu, attention, parce que c'est moi qui envoie et j'aime pas la poste, alors je mets du temps à y aller. Donc voilà, donc c'est un petit jeu Ça met du temps à arriver, mais c'est de ma faute. Mais ça arrive. où du coup il va falloir, on va écrire des nombres à 3 chiffres et on va pouvoir éliminer comme ça les gens, marquer des points et essayer de deviner ce que les autres vont faire pour les éliminer et qui ne marquent pas de points. Et on va utiliser à chaque fois un nombre à 3 chiffres et on prend toujours le chiffre le plus grand. S'il a des chiffres en commun avec les plus bas, lui, il compte pas de points. Et Je donc, lance la roue. on lance la roue. Alors, qui va gagner le concours? Attention, C'est parti, ça c'est démarre. parti. Ah, eh ben, On a une gagnante, donc Alexia, qui retentait sa malchance. qui n'avait pas eu du coup le concours de kites, qui avait été gagné. Eh ben, bravo Eh Alexia. ben, tu as bien fait de rejouer. Tu gagnes le jeu The Number qu'on t'enverra. Ah non, on va annuler sa participation. Elle a pas aimé Fun Fact. Ah. Bon, c'est dommage. Désolée. Allez, salut, ton C'est ton annulé, Alexia. Tant pis pour toi. Il faut aimer tous les jeux dont on parle. Donc voilà, donc félicitations à toi Alexia. Et on te l'enverra quand le SLA sera décidé. Non, alors avant, il faut que tu nous rejoignes. Idéalement, le plus simple, c'est sur Discord. Sur Discord ou sur Facebook aussi. Il y a le lien qui est marqué là. Alors, là, voilà. Sur la vidéo. Ouais, ou par Ou, Facebook, voilà. tu peux nous laisser un message aussi. Moi, je préfère Discord. Ouais, Discord, je c'est plus suis sympa. plus réactif sur Discord. Donc voilà, enfin, tu essayes de nous joindre. Discord, Facebook, Twitter, ce que tu veux. Puisqu'il faut qu'on récupère tes coordonnées pour t'envoyer le jeu. Oui. Et voilà. Prochain tirage au sort, donc dans la prochaine vidéo. Qui sera... Dans la prochaine vidéo ou dans le prochain jeu dans du la mois? prochaine vidéo peut-être. Parce que Ah non, il y a non, des prochain décalages. jeu du mois. Prochain jeu du mois. Des fois qu'on arriverait à Oui. caler une émission. Ah oui, chut, je spoil pas. On essaye de faire des trucs. Mais ouais, du coup, ça, on va essayer de se caler début juillet ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour Oui. les jeux du mois de juin. Entre début et mi-juillet, Voilà. à peu près. C'est ça. Quoi. Ça marche. Et ben on passe au hors-jeu à la hype. Ah oui, à la hype. Petite hype. Alors, tout est présenté. Tac, tac. Donc, petite hype. Donc là, ça vient de sortir la semaine dernière. Je l'ai déjà récupéré et j'y ai déjà joué. Et ça, c'est du bon. Petit jeu, si vous avez aimé Valbara, Alors le premier, t'as même pas dit le nom. d'orge et de blé. pardon. D'orge de Qui blé. est un jeu de joueurs, donc ça, on en parle dans le prochain. Donc c'est un peu On en la parle hype, dans le mais le prochain. Naughty Business, qui est un petit jeu, on va dire d'ambiance, un peu où on va s'embêter, mais pas trop, qui est dans la même gamme que Valbara et Oriflamme. Donc voilà, que j'ai pu tester, que moi j'aime bien, mais qui n'est pas apprécié par tout le monde.
Et un qui est très très attendu, qui buzz et tout le monde en parle, et c'est normal, parce que ça, c'est vraiment trop bien. C'est donc Sur les traces de Darwin. Il est sorti la semaine dernière, j'ai pu déjà jouer, et pareil, moi, c'est déjà une valeur sûre, et franchement, ça marche. Le matos, c'est chouette, super. Donc ça, on en parle dans le prochain podcast. D'accord. Faut que tu le fasses essayer, ça. Ouais, ça, je pense que... C'est un petit jeu. Ne vous fiez pas à la taille de la boîte, ça reste un petit jeu du format dans la lignée d'un Kindomino, quelque chose comme ça. Un petit jeu de tuiles, de collection. Ouais. Je crois que tu l'as dit rapidement, donc j'aurais dit non. C'était Sur les traces de Darwin. Et sinon, dans la hype, pas mal de choses. Il y a 2 jeux Darwin ce mois-ci, dont j'en ai déjà parlé. C'est donc Darwin Journée qui sort fin du mois. Il y a Elawa, le prochain Bombix, qui sort vendredi. J'espère qu'on pourra l'essayer. J'espère aussi. Après, il y a pas mal de jeux qui vont sortir un peu plus tard finalement, qui sont... Il y a Art Project, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me tente vraiment beaucoup, et Planet Unknown, que je ne sais plus trop la date, mais qui a... C'est septembre, je crois. Ouais. Donc pas mal, il y a pas beaucoup de choses encore. Ouais, j'ai noté des trucs, alors en plus je les ai pas là, moi forcément live, c'est toujours la partie de l'émission où je suis à la ramasse, mais je crois que c'est beaucoup de jeux sur septembre, donc j'aurai le temps de les présenter en juillet de toute façon. Voilà. Donc là, mais oui, je sais que... ouais, et Elawa, je l'ai repéré également, ouais. Très bien. Alors du coup, on se fait une petite session hors jeu. On a encore une fois explosé les chronos. Oh non. Mais bon, on n'est plus à ça près. Donc on sort un petit peu de l'univers du jeu de société pour vous présenter des petits coups de cœur. Là, vraiment, on reste sur des trucs qu'on a aimés. On va aller vite. Comment série et livre aujourd'hui. Ni l'un ni l'autre, on a de film, je crois. Non. Très bien. Eh bien, commençons par... Ah, c'est moi qui commence. Allez, vas-y. Moi, je vais vous parler du Château des animaux. Je l'ai là. Enfin, je l'ai là. Alors, le Château des animaux, c'est des BD. Donc, ce sont des BD de Philippe Delef et Xavier Dorisson. Xavier Dorisson, vous le connaissez, parce qu'on en a déjà parlé dans les podcasts de Kifim. C'est le scénariste notamment de Goldorak, la BD, pas le dessin animé d'origine. On en avait parlé. Et également de Long John Silver, qui est une BD qui est assez connue. Et Philippe Delep, vous ne le connaissez pas parce que c'est un nouveau, nouveau. C'est un dessinateur qui vient d'arriver un petit peu sur le marché de la BD, qui a été repéré par Xavier Dorisson, qui lui a proposé de faire donc le Château des animaux. Alors, le Château des animaux, de quoi il retourne, c'est adapté. Alors, c'est inspiré de La ferme des animaux de George Orwell, l'auteur de 1984. Et en fait, tout simplement, alors, l'histoire du Château des animaux, c'est comment, en fait, bon, il n'y a pas d'époque précise, mais il y a un château, un peu type Moyen-Âge, qui a été abandonné par les humains, et du coup repris en main par les animaux, qui ont souhaité en faire une république dans laquelle ils s'auto-géreraient. Jusque-là, tout va bien. Et bien entendu, la République des animaux s'est transformée en dictature. Et ils vivent sous le joug de Silvio, le président, qui est le taureau, qui en fait, accompagné de sa milice, les chiens, fait régner la force. Il dit, voilà, la force, et le président c'est la force, puisqu'il vous protège contre l'extérieur, et c'est le plus fort, et si quelqu'un me bat, il deviendra président à ma place. Bien entendu, personne ne le bat, parce qu'il y a que des poules et des canards. Donc il fait régner la terreur pour son plaisir personnel, on va dire. Et donc voilà. Mais bien entendu, la colère gronde, le peuple n'est pas content. Et, il va y avoir notamment un chat, on voit bien sur les tomes suivants, qui va commencer à se dresser contre lui. Donc Miss Bangalore. Et là on voit le taureau en fait. Ouais, là on voit le taureau, ouais. Donc voilà, et les animaux vont essayer de se dresser contre le tyran via la seule arme qu'ils ne maîtrisent pas, l'humour. Donc voilà. Donc il y a 3 tomes de sortie pour l'instant. Il y en a 4 d'annoncés en tout. Je dois dire que j'ai pas regardé si j'étais à la bourre et si le 4 était sorti ou s'il sort prochainement. Donc, mais normalement c'est en 4 tomes. Normalement c'est 4 tomes annoncés. Ça se termine quoi. C'est 4 tomes annoncés. Il y a une fin. Il y a une fin, il y a une vraie fin. Moi je suis rendu à la fin j'ai fini le tome 1 là, donc je suis sur le deuxième. C'est super chouette. Vraiment c'est très très bien. Le trait est super beau. L'histoire est prenante bien entendu. C'est du George Orwell, hein, donc c'est une critique à peine voilée de la société. C'est violent. Un peu violent parfois. Oui, en fait, on croirait un petit chat tout mignon et tout, mais en fait... Le taureau, les méchants, il fait tuer les animaux dans des bains de sang. Donc c'est un petit peu violent parfois. C'est hyper politique. Hein. C'est hyper politique.
mais c'est le reflet de la société, et George Orwell s'est si peu trompé, hélas, que ce soit avec 1984, ou même avec La ferme des animaux. Donc voilà. Le château des animaux. Bah non, Il y a un autre truc. George Orwell, c'est La ferme des animaux, ok. et l'adaptation de David Horisson, c'est Le château des animaux. Donc voilà. Moi, je le recommande. Je l'ai pas fini, mais. Donc c'est quand même très adulte en fait. Ah ouais, c'est super adulte. C'est dangereux parce que quand on voit ça, on pourrait croire que c'est Non, assez. non, Franchement, quelqu'un qui connaît pas, il voit ça, ils achètent ça assez. C'est de la vraie. Non. Je pense pas en feuillette. Je sais pas. Quand t'achètes une BD, tu la feuillettes et tu vois vite les bains de sang quand même. Donc, non, c'est de la vraie BD adulte. Mes filles m'ont vu le lire, elles m'ont fait « Château des animaux, on peut te l'emprunter ?» Non, vous ne pouvez pas me l'emprunter. Donc, il est sous cadenas, du coup. Non, il est dans ma BD tech à moi, auquel mes filles n'ont pas accès. Enfin, non pas accès, si, elles y vont, mais c'est pas les BD de la maison. Donc, mais voilà, un super livre, si vous êtes BD, je vous le recommande, vraiment. Alors... Je sais pas c'est quoi la suite, c'est quoi le programme. Normalement c'est encore moi, mais on va te laisser la place. Tu nous parles de Respire. Alors on va rester dans le livre du coup, et donc c'est Maud. Alors j'avoue je ne vais pas écorcher. Voilà. Maud Ankoua. Donc c'est son deuxième roman qui s'appelle Respire. Donc qui je n'ai pas écrivaine je crois de base, et qui du coup s'est reconvertie et qui a sorti son premier roman, j'ai vu en 2017, qui s'appelle Kilomètre Zéro, qui a fait un gros carton. Et du coup, bah voilà. Tu l'as lu ? Non, justement, j'ai pas lu Kilomètre Zéro. Je vais du coup. Et finalement, j'ai lu donc ce deuxième roman qui date de 2020 a priori. Et donc en fait, l'histoire, en fait, je crois que elle est assez axée sur le développement personnel, etc. Donc ça reste un roman, mais où elle amène des petites questions sur le développement personnel dedans. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu mais hyper vite. Alors qu'il y a des livres que j'arrive pas du tout. Et là, celui-là, je l'ai enchaîné. Et c'est comme ça qu'il faut le lire, je pense, parce qu'il y a des passages qui peuvent être longs, justement, sur le développement personnel, qui peuvent ne pas plaire. Mais la partie roman aussi est quand même très intéressante. Donc pour l'histoire, je vais essayer de rien spoiler. Mais déjà, est-ce qu'il y a un plan pour tous ? Ah, bonne question. Mais en gros, l'histoire, donc c'est Malo, qui est un des meilleurs dans son domaine, dans la stratégie d'entreprise et dans le redressement d'entreprise, donc, qui est donc amené dans une entreprise à Bangkok pour essayer de redresser cette entreprise. Mais il apprend une nouvelle très difficile qui l'amène à se poser des questions, qui l'amène à se poser sur sa propre vie. Mais à ce moment-là, il fait la rencontre d'une dame qui lui propose un deal et qui va l'emmener sur la découverte de lui-même, d'essayer de comprendre ce qui l'a emmené là, d'essayer de comprendre pourquoi il ressent les choses de cette manière, etc. Donc il y a vraiment cette balance entre le roman et la partie côté développement personnel, essayer d'aider la personne à comprendre les choses sur elle, à essayer de faire ses forces de ses faiblesses, etc. Et après il y a une fin avec beaucoup de rebondissements, des choses dans lesquelles on ne s'attend pas. Et donc je l'ai lu mais très rapidement, j'ai été en haleine du début à la fin. La partie un peu centrale, justement, sur le développement personnel, je comprends qu'elle puisse gêner. J'ai eu des échos sur des personnes qui l'ont lu, qui trouvaient ça un peu long. Je peux le comprendre. Après, c'est une partie, voilà, il faut le lire un peu plus vite, parce que sinon, la partie roman et la fin, il faut vraiment aller jusqu'au bout, parce que c'est vraiment top. Donc, ça fait partie des romans feel good, hein, c'est des romans dont j'en ai déjà parlé, hein, de Virginie Grimaldi ou Karen Ponte. Mais là, c'est quand même un peu plus quand même axé développement personnel. Les autres, c'est vraiment plus... ils appellent ça la cheat lit, la feel good, mais ça c'est du feel good, mais où il y a quand même un côté un peu... Ça ne m'attire pas du tout. Ouais, je comprends, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de lire son premier roman, donc Kilomètre Zéro, mais en tout cas, j'aime bien l'autrice, donc Maud Ankoua, et je pense qu'elle va continuer maintenant dans la lignée, donc à voir ce que ça veut dire pour le... Tu vas aller voir le premier. Ouais. Très bien. Donc, si ce genre de livre vous intéresse... Allez-y. Très bien. Alors, à mon tour, je vais vous parler... Alors, forcément, je ne peux pas vous la montrer autre que l'affiche. Je vais vous parler d'une série. Je vais vous parler de Shrinking. Je voulais la voir, tiens. Qui est une série qui est donc disponible sur Apple TV+. C'est une mini-série en 10 épisodes. Alors, direct, je casse un peu le truc. La fin n'est pas si fermée que ça. Et vu qu'elle est...
j'ai quand même peur qu'ils sortent du format. On va sortir une série saison 2 finalement. On verra. Je suis peut-être médisant, mais c'était mon feeling. Enfin bref. Donc c'est une série de James Ponsoldt. Bon, ça, à la limite, c'est le réalisateur. C'est pas le plus important. Parce que tout se joue au niveau des scénarios. Ah ouais, Parce que les acteurs aussi, c'est pas des inconnus. Ah, alors les acteurs, ouais, mais les scénaristes, c'est... vous d'ailleurs, je vais faire du name dropping, c'est encore mieux. Parce que il y a 3 scénaristes. Il y a Bill Lawrence. Alors Bill Lawrence, qui c'est? Eh ben, c'est le scénariste de Scrubs. Et alors déjà, Scrubs, c'est... Bah, pour moi, c'est là. Et pour plein d'autres gens aussi, bah, c'est une série médicale des années 2000, humoristique, qui a fait un gros carton, qui a lancé Zach Braff, qui est hyper drôle, qui avait la réputation d'être très bien écrite, notamment au niveau médical, d'être plus réaliste que le Dr Ross, qui passait en même temps. Donc voilà. D'ailleurs, on retrouve dans le casting beaucoup d'acteurs qui sont issus de Scrubs, avec un épisode où il y a une apparition du janitor. Donc je ne peux que vous le recommander, bien entendu. Premier scénariste. Donc déjà, c'est un scénariste qui, par le passé, a fait des choses qui ont prouvé que ça marchait, parce qu'il y a 10 saisons de Scrubs quand même. Deuxième scénariste, c'est Jason Segel, qui est Marshall dans How I Met Your Mother. C'est également l'acteur principal de la série, mais il est également scénariste. On le retrouve dans un rôle très How I Met Your Mother, avec son personnage très bon enfant, très souriant. Et troisième scénariste, et alors là, le nom va rien vous dire du tout, mais notamment si vous êtes fan d'Apple TV, le personnage va vous dire quelque chose. Il s'agit de Brett Goldstein. Et alors Brett Goldstein, on ne sait pas qui c'est, on ne le connaît pas. Sauf qu'en fait, c'est le scénariste de Ted Lasso. D'accord. Et Ted Lasso, c'est quand même une des grosses séries cartons de l'année dernière, hyper feel-good à mort, avec un personnage méga empathique que tout le monde a adoré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, outre le fait d'être scénariste dans Ted Lasso, c'est l'acteur qui joue Roy Kent dans Ted Lasso. Roy Kent, c'est le footballeur qui va devenir entraîneur, qui est hyper bourru, qui parle que en grognant. Pas content. Je sais pas tu le fais bien. Ouais, il le fait tellement mieux que moi. Donc voilà, et c'est en écrivant la série qu'ils se sont dit tu serais super dans le rôle, et qu'ils l'ont mis dans le rôle. Et c'est quelqu'un qui était... Non, je vais dire des bêtises. Enfin bref, donc Ted Lasso également. Donc tout ce petit monde-là, c'est pas mal rencontré sur Ted Lasso. Voilà, pour la partie scénariste. Donc en gros, la série Shrinking, clairement, si on devait la situer, c'est un mix, quelque part, entre Scrubs et Ted Lasso. Okay. On remplace le médical par du psychologique. Ok. Et on remplace mais par contre, on garde ce personnage hyper feel-good de Ted Lasso, là, qui est remplacé par le psy. Puisque l'histoire de Shrinking, shrink en anglais, c'est un psy. C'est l'argot de psy. Et donc là, en fait, c'est un psy qui a pas mal de problèmes personnels. Sa femme est décédée il y a 1 an, il est en pleine dépression, il n'arrive pas à s'en remettre. Donc, en gros, c'est alcool, drogue et compagnie. Mais en plus de ça, il a une ado avec laquelle il communique plus du tout. Et donc, il va faire en gros il va prendre 2 décisions dans sa vie, qui sont de se reprendre en main, et de récupérer, de renouer le lien avec sa fille et tout ça, et d'arrêter de mentir à ses patients. En fait, pas tellement d'arrêter de leur mentir, mais de leur dire la vérité. Donc, typiquement, il va avoir une patiente qui vient la voir parce que son mec est con, qu'il la frappe à moitié, ou qu'en tout cas, il y a une violence psychologique qu'il exerce sur elle. Et donc, on voit les premières séances où il dit, oui, alors il faut que vous fassiez... Enfin, il est très sur son psychologique à elle. Et en fait, au bout d'un moment, il dit, en fait, votre mec, c'est un gros con, vous avez qu'à le lourder. Et bien entendu, le problème, c'est que quand il commence à faire tout ça, c'est pas très pro comme façon de faire. Sauf qu'au début, il va avoir l'impression que ça marche parce que les gens vont l'écouter et qu'il va avoir l'impression que ça apporte plein de bien dans la vie des gens. Bien entendu, en fait, il y a plein de contre-coups, un peu d'effets papillons et voilà. Typiquement, je vais spoiler juste le petit bout là pour que vous ayez une idée. La nana à qui il dit de larguer son mec, en fait, elle va larguer son mec et en gros, il lui dit larguez-le ou sinon moi j'arrête de vous suivre parce que c'est lui le problème, quoi. Et du coup, la nana, en fait, elle va pas larguer son mec. Enfin, elle va lui dire qu'elle a largué son mec, mais sans le larguer, juste parce qu'elle veut pas perdre son psy. Ça crée plein d'histoires. Les personnages sont hyper drôles, c'est très Ted Lasso, c'est très feel good, c'est très empathique, mais avec des personnages torturés derrière. En acteur, outre Marshall de How I Met Your Mother, on a Harrison Ford qui joue un vieux, et ça, alléluia, en fait, qui joue le mentor, en fait, je vais l'appeler de Marshall, donc un psy pas loin du départ à la retraite, vieux, avec un début de Parkinson, donc voilà, et un peu blasé, quoi. Et il est
il est bien dans le rôle. Bah, et c'est ça qu'on... Quand vous vieillissez, acteur, bah faites des vieux, ça marche, quoi. Alors, il paraît que le dernier Indiana Jones, c'est bien, et que pour le coup, il fait pas un vieux, mais il paraît qu'il est bien quand même. Donc bon, à voir. Mais là, ça marche. Il est également Harrison Ford, producteur de la série. Ok. Donc voilà, ça marche bien, c'est une mini-série. C'est peut-être pas au niveau de Ted Lasso, mais c'est pas loin. C'est vraiment, vraiment, vraiment feel good. C'est une brochette de gens super qui font ça, avec j'ai plein d'acteurs qui sont issus de Scrubs qu'on est content de revoir, donc tout le casting est top. Donc je ne peux que vous la recommander. Maintenant, question, est-ce qu'ils s'arrêteront à la mini-série en des épisodes comme c'est prévu? La fin est un poil ouverte, alors outre le succès, j'ai l'impression qu'ils se sont quand même laissé l'opportunité éventuellement pour relancer, oui. mais ce n'est que mon avis, il n'y a rien d'officiel. Ok. Mais voilà, typiquement vous cherchez une petite série, vous n'avez pas les trucs à rallonge, foncez là-dessus. Moi j'en avais entendu parler et franchement j'avais envie de la voir, donc tu m'as donné encore plus envie. Ouais, n'hésite pas. Alors, et à toi Alors moi je vais parler d'une série. également. Je sais pas, je pense qu'elle a eu un gros succès quand même. Donc c'est une série sur Amazon Prime, ça s'appelle Citadel. Donc là c'est une série d'action. Donc en fait les deux acteurs, alors moi je connais pas les réalisateurs et tout ça pour Citadel. Moi je regarde beaucoup les acteurs, donc je suis plus axée là-dessus. Donc il y a l'actrice qui s'appelle Priyanka Chopra Jonas, qui est donc l'actrice qui a joué dans Quantico notamment, qui joue là actuellement dans Love Again qui vient de sortir au cinéma. Qui a été, pour l'anecdote, Miss Univers ou Miss America, je sais plus. Ah ouais, je vais regarder. Et du coup, voilà, maintenant c'est une actrice. Et donc déjà, j'avais beaucoup aimé la série Quantico, qui était une série qui se passait à Quantico sur les gens qui étaient élèves à Quantico. Moi, j'avais tenu 1 ou 2 saisons avant de trouver que ça tournait horriblement en boucle. Mais après, ça a fini, donc c'était bien. Mais du coup, voilà, donc c'est une actrice que j'aime bien déjà. Et donc, voilà, elle joue dans... Le gars, moi, je le connaissais pas trop, mais par contre, au niveau de l'acteur, il est très bon. C'est Richard Madden. Lui, il a joué dans Les Éternels, qui est une série, qui est un film Marvel avec des super-héros un peu moins super-héros. C'est pour ça que je connais pas. Voilà. Et il a joué dans Game of Thrones. Je crois qu'il jouait le frère des trucs sanglants, là. Voilà. D'accord, c'est vague. Donc, c'est le mariage qui est sanglant. Les mariages n'ont pas de frère. Non, mais le mec, il se mariait, quoi. Ah, d'accord. Donc voilà, mais je ne sais plus le nom du personnage, mais voilà, il a joué dans Game of Thrones. Et franchement, le duo d'acteurs marche très bien. Pour l'histoire, en fait, Citadel, c'est un organisme d'agents secrets qui est au-dessus de tous les trucs, parce qu'en fait, que la CIA, que le MI6, tout, parce qu'en fait, c'est un ordre mondial. Pour justement s'occuper et gérer les problèmes du coup que peuvent générer tous les trucs secrets par pays. Mais cette agence s'est fait attaquer par une autre agence qui a voulu la désinguer, qui s'appelle Manticore. Mais un des agents, en fait, lors d'une dernière mission, finalement, ils ont une possibilité de désactiver la mémoire. Et lui, en fait, se retrouve, du coup, suite à cette dernière mission accident, à avoir perdu la mémoire, donc il ne sait plus qu'il est agent. Sauf que son ancien... Enfin bon, bref, je ne vais pas spoiler. Et en fait, il est retrouvé et on lui demande de revenir. Sauf que lui, il ne sait plus faire. Et c'est pas comme Jason Bourne. Il perd la mémoire, mais il perd aussi ses facultés. Non, pas tant que ça, parce que finalement, on sait qu'il y a la mémoire du cerveau, mais la mémoire du corps, elle, n'a pas été effacée. Ah oui, il va se rendre compte qu'il sait se battre. Voilà, et donc, bon... En termes d'histoire, c'est classique et tout. Oui, c'est Jason Bourne, c'est 13. Mais moi, voilà, j'ai été prise dans le truc. Je trouve le duo des deux acteurs... En fait, il y a beaucoup de retours arrière, par contre. Il y a beaucoup de flashbacks, parce que justement, il y a des choses qui s'est passées il y a 8 ans. L'arrêt de Citadel, c'était il y a 8 ans. On revient 8 ans après, où du coup, lui, il a perdu la mémoire et il revient. Donc, il y a beaucoup de flashbacks comme ça sur les deux histoires qui sont en parallèle. Alors moi, franchement, voilà, le duo d'acteurs marche bien. L'histoire, elle tient la route. Voilà, moi, j'étais à fond dedans. Ça dure 6 ou 7 épisodes, j'ai un doute. Mais du coup, c'est presque... Ah, c'est une mini-série ? Non, il va y avoir une saison 2. Voilà. Mais c'est trop court, en fait, parce que on voit que c'était... Toutes les histoires, elles avaient vraiment du potentiel, et on voit que ça a été accéléré pour faire je trouve qu'ils auraient même pu l'étaler sur 10 ou 12 épisodes, parce qu'en fait, on voit que tout va très vite sur chaque personnage, et sur son histoire, etc. Mais moi, voilà, j'étais à fond dedans, on a binge-watché les épisodes, et j'attends vraiment la saison 2. Mais bon, voilà, ça reste une série où du coup, on se prend pas la tête.
où c'est sympa, mais il faut pas aller chercher dans le détail, et voilà, c'est pas un film d'auteur, hein, c'est sûr. Mais voilà. Après, un truc d'action, enfin, c'est un truc d'action. Voilà, et voilà, moi je trouve que ça ça. marche bien, le duo marche bien, et puis ça divertit, et ça fait du bien. Après, des fois, on est à la recherche de séries aussi, où justement... Ouais, on réfléchit pas, on réfléchit pas, c'est le soir, on est fatigué, on va pas aller se coucher pour autant, on veut regarder un truc, on veut que ça bouge, et voilà, donc ça fait le job. Ouais, franchement, n'hésitez pas. Deux recommandations bien différentes niveau série. Ouais. Vous nous direz si vous les avez essayées, est-ce que vous avez préféré. Ouais. Ce qui me fait une transition parfaite avec la conclusion. Donc, première étape, venez nous dire ce que vous avez pensé des différents jeux dont on a parlé. Venez participer au concours. Venez nous dire si vous avez lu Le Château des Animaux, si vous avez vu les séries dont on a parlé. Venez nous donner des recommandations sur Discord. Nous, on est preneurs aussi. Donc, tous les réseaux sociaux, pour ceux qui sont en vidéo, sont ici. On les a rajoutés, donc vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, sur Twitter, sur Discord, sur Insta et sur Facebook. Ouais. J'ai même pas tout mis là, il y en avait trop. On est clairement le plus actif sur Discord et sur YouTube. Là, on essaye d'être le plus réactif. Comme on l'a dit, on va inclure dans les concours maintenant ceux qui participent à la vie du site. Pour les remercier un petit peu parce que ça nous fait vachement plaisir. Donc si vous avez déjà un compte ou si vous voulez en créer un, c'est gratuit. Une fois que vous avez un compte, il n'y a plus de pub. C'est vrai qu'il y a de la pub sur le site pour essayer de financer un petit peu, mais une fois que vous êtes connecté, elle disparaît. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte. Et puis on écrit des articles, donc il y a d'autres choses aussi qui sont un peu différentes. On essaye de faire vivre un petit peu le tout. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur les sites qui vous permettent de voir à quoi on a joué, quel film on a vu, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé. Petit côté un peu réseau social là-dessus. Donc voilà, multi-univers, on n'y parle vraiment pas que de jeux de société, même si en vidéo on se concentre sur le jeu de société. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous interpelle, si vous avez des questions, si vous comprenez rien, si vous trouvez que c'est nul. Tout ça c'est sur Discord, n'hésitez pas à venir nous le dire. On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt, donc on a un petit peu spoilé, on va essayer de faire une émission intermédiaire, moins d'actu bientôt, voilà. Et puis sinon on se retrouve début du mois prochain. Alors on va mettre des précautions quand même parce que l'été arrive. Sur la première quinzaine de juillet pour parler des jeux du mois de juin. On fait un live en direct des Vieilles Charrues. Ce serait énorme. On n'entendrait pas grand-chose. Ce serait pas le cas. Ce sera pas le cas, mais voilà. Donc rendez-vous début du mois prochain. Ouais. D'ici là, les réseaux sociaux. Abonnez-vous, commentez, participez au concours. Il n'y a personne qui participe, donc gagner, c'est facile. Ouais. Tous ceux qui ont gagné, vous le diront. Je vais faire des jingles façon la Française des Jeux. Ouais. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tu vas faire... Donc voilà. C'est bon ? C'est bon. Bon, merci en tout cas pour ceux qui regardent. Voilà, et puis on se retrouve très vite. Salut. Salut.